2 mars 2025. Nous y sommes, mesdames, messieurs, le mois de la femme, le mois de l'activation autour de la Journée internationale de la femme, naturellement, qui meuble le décor des grands débats. On aura l'occasion dans la semaine de revenir sur la thématique de cette édition, mais encore moins l'occasion de faire le point du Ballon d'Or parlant du football, cette cérémonie qui a déplacé les hauts cadres de l'administration et même de l'État du Cameroun pour élire les meilleurs acteurs de football. C'était vendredi dernier en présence de Cam10 Télévision. D'ailleurs, vous avez suivi ce programme en direct sur nos antennes, mais on va essayer de faire simple en prenant pour fait majeur la politique, mais aussi l'histoire et le débat sur la toile, le débat sur les médias en général. Les opinions peuvent être diverses, mais il est bon de revenir sur la question de fond et malheureusement les discours haineux qui animent la toile et pourquoi d'ailleurs. On se posera la question et peut-être trouverons ensemble des solutions pour justifier ce mal-être et même quelques moments tendus du côté de Douala où nous y étions en semaine. Il faut dire que la famille Lobé est plutôt sous le feu des projecteurs, pas de la meilleure des façons. Mais derrière le débat, l'actualité, c'est aussi la question des églises de réveil illégales. Toutes ne sont pas forcément dans le viseur du Moulinex, suivez mon regard, mais près d'une 200 d'églises ont été fermées à Yaoundé et du côté de Douala, Bafoussam, partout, on s'interroge encore sur l'action, l'actualité et même l'impact de ces églises dans le social, mais davantage celles qui ne sont pas en règle et qui constituent une forme de nuisance dans tous les secteurs. Nous aurons l'occasion de revenir en mise en bouche, en commentaire sur cette première thématique. Mesdames, messieurs, l'occasion pour moi est de vous souhaiter la bienvenue encore une fois à la messe du dimanche. Il y a les débats le dimanche à la télé, mais il y a le grand débat de Cam10 Télévision. Vous êtes connectés sur la page Facebook de Cam10 pour tous ceux qui nous regardent du côté de la diaspora. C'est en moins de 2 heures que nous allons ensemble échanger et vous pourriez participer en direct sur la page Facebook de Cam10 Télévision. Merci surtout à ceux qui tiennent la télécommande 321, c'est le lien pour nous avoir sur le satellite de Canal+, 41 sur Créolink. Bref, tous les codes sont prêts, il n'y a plus qu'à vous inviter à table avec la première articulation. C'est l'essentiel de l'actualité telle que vue par nos confrères de la presse écrite. La rétrospective est signée Clara Demaraps et Mardoché Kuaté pour les 3 premières minutes. Merci de rester fidèle au grand débat sur Cam10 Télévision, la républicaine. Bonjour Aimé Moukoko et bonjour à tous les panélistes de ce dimanche 2 mars 2025. Pour ce dimanche, ouvrons la revue de presse avec le journal La Primeur de l'Info Plus qui cette semaine a dénoncé le lynchage médiatique des hautes personnalités sur les réseaux sociaux. Dans ses colonnes, le journal a précisé qu'entre lâches, impudiques, aigris, incompétents, jaloux, sorciers, affamés, certains concitoyens sont allés se cacher derrière Internet pour régler leur compte vis-à-vis des dignes fils du terroir. D'après le journal La Primeur de l'Info, quand leurs parents dormaient à la belle étoile pour les envoyer à l'école, où étiez-vous? Heureusement, depuis le dernier remaniement ministériel intervenu le 4 janvier 2019, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, n'a jamais accordé la moindre attention à ces ragots de surface. C'est lui seul qui nomme les ministres et les directeurs généraux et met fin à leurs fonctions. Quant aux comploteurs issus des chaumières, allez demander votre pain au boulanger et laissez les hauts commis de l'État tranquilles. Parlons à présent de la présidentielle 2025 avec le journal Mutation. Le journal nous a appris cette semaine que les chefs traditionnels de la région du Sud-Ouest appellent son Excellence Paul Biya à lancer sa campagne électorale dans cette région afin de célébrer les avancées de la reconstruction. Le journal Mutation s'est donc interrogé à cette requête. Parlons à présent de la reconstruction des régions en crise avec le journal Sans Détour. Le journal Sans Détour cette semaine a titré à sa grande une 600 milliards de francs CFA dans la cagnotte de l'extrême nord. L'annonce a été faite par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane May, lors du premier comité de pilotage du plan présidentiel de reconstruction et de développement de l'extrême nord
tenu le jeudi 20 février 2025 dans la ville de Yaoundé. Parlons toujours de la reconstruction de l'extrême nord, mais cette fois-ci avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, qui cette semaine est revenu sur les premières réalisations. Créé il y a 2 ans, le programme spécial qui met en œuvre le plan présidentiel donne déjà à voir ses effets d'après le journal Cameroun Tribune. Écoles, centres de santé, adduction d'eau, fourniture d'intrants agricoles permettent aux populations touchées par les affres de Boko Haram de démarrer une nouvelle vie, d'après le journal Cameroun Tribune. Devoir de mémoire, l'UPC condamne les propos de Limbilobé sur NS Wandji. Le journal Expression, lui, cette semaine, nous a fait savoir que dans un communiqué rendu public le 24 février 2025, l'Union des populations du Cameroun, sous la houlette du secrétaire général, l'honorable Bapolipot, a fermement condamné les propos tenus par Limbilobé, panéliste d'une émission le 23 février 2025. Dans une de ses envolées langagières, Limbilobé qualifie NS Wandji, vice-président de l'UPC, exécuté en 1971, de bandit. Une assertion qui a suscité une vive réaction de l'UPC qui rappelle qu'NS Wandji, Ruben Oumniobe et Félix Roland Moumier furent des figures emblématiques du combat pour l'indépendance et l'unité du Cameroun. Parlons d'économie à présent avec le journal Défi Actuel. Cette semaine, le journal Défi Actuel nous a appris que 744 milliards de francs CFA ont été dépensés en 2024 pour importer les céréales. Selon les données de l'Institut national de la statistique, cette dépense a augmenté de 40% par rapport à 2023. La hausse est principalement due aux importations de riz qui ont coûté 318,5 milliards de francs CFA et de blé dont le coût a atteint 214 milliards de francs CFA. Dialogue public-privé, ensemble pour la relance. C'est le titre choisi par le quotidien national bilingue Cameroun Tribune cette semaine également pour nous revenir sur les premières rencontres économiques du Cameroun organisées par le GECAM. Accorder les violons entre les pouvoirs publics et le monde des affaires, c'était l'objectif des premières rencontres économiques du Cameroun portées par le groupement des entreprises du Cameroun. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté. Il était question de redynamiser la relation pour un climat des affaires plus attractif au Cameroun. Énergie électrique, la fin des délestages. Le journal L'Indépendant nous a appris cette semaine qu'un protocole d'accord a été signé le week-end dernier à Douala entre le gouvernement et Gobelec pour la remise en production des centrales à gaz de Kribi et de Dibamba, dont l'arrêt de la production en décembre dernier perturbait la fourniture de l'énergie électrique sur le réseau interconnecté sud. Poursuivons cette revue de presse avec le journal Info Matin qui, lui, cette semaine, s'est intéressé à l'éducation. Enseignement secondaire, extrême nord. Tous les candidats victimes des catastrophes naturelles vont bel et bien composer. C'est le titre choisi par le quotidien Info Matin cette semaine pour nous faire savoir qu'en droite ligne des très hautes instructions du chef de l'État, c'est l'assurance du ministre professeur Nalo Valionga dans une lettre circulaire adressée le 26 février aux délégués régionaux, délégués départementaux du Mayo Danaï et Logon Echari, secrétaire de l'éducation et chef d'établissement. La dotation spéciale de Paul Biya, soit près de 120 millions de francs CFA, annoncée il y a une semaine, représentant les frais de dossier des 8500 élèves, sont désormais disponibles d'après le journal Info Matin paru ce jeudi 27 février 2025. En religion, le journal Le Messager, lui, cette semaine nous a appris que 188 églises de l'arrondissement de Yaoundé 4 ont été fermées. Le sous-préfet a ordonné la fermeture de ces associations religieuses accusées de pratiques mystiques et d'exploitation financière des fidèles. L'opération se poursuit dans les autres arrondissements de la ville de Yaoundé. Lancement des activités de la 40e édition de la Journée internationale de la femme à l'Est. C'est le titre choisi par Le Continent cette semaine pour nous faire savoir que la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a inauguré le 21 février du côté de Messamena un centre de promotion de la femme et de la famille, symbole d'espoir et d'émancipation des femmes de cette localité. D'après le journal, il permettra à ces dernières de se former afin d'affronter l'avenir avec plus de sérénité. Le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa a également procédé à la remise de près de 4000 actes de naissance et autres actes de mariage, célébrés à titre collectif par le maire de la commune d'arrondissement. C'est tout pour la revue de presse de ce dimanche. Bon débat. Rendez-vous dimanche prochain.
Merci à Clara de Maraps, qui d'ailleurs vous a livré la revue de presse tous les jours, entre lundi et vendredi à 6h45, de voir que je me ferai l'honneur dès demain 3 mars, dans l'émission K-Matinale, de vous livrer pour justement faire le point avec nos confrères directeurs de publication. Nous allons justement présenter le panel, vous le savez, puisque vous êtes au courant déjà du quintet phare qui nous accompagne pour partager ensemble l'argumentaire et leur expertise sur des questions de fond. Permettez-nous d'introduire pour la première fois dans les studios Bleu Azur de Camdis Télévision le docteur Jean Jaurès Ngapout. Il est avec nous, ça va faire quelques jours qu'il est au pays et d'ailleurs on lui dit bonjour et bienvenue à Camdis Télévision pour le grand débat. Je vous remercie Monsieur Moukoko pour votre accueil, pour votre invitation et c'est un plaisir également pour moi de retrouver des copanélistes que j'ai l'habitude de voir plutôt à distance à la télé derrière chez moi. Et je vous remercie, téléspectateurs, de nous accueillir aujourd'hui, dimanche, alors que vous auriez pu faire d'autres choses que de nous suivre. Merci beaucoup pour cet accueil. Voilà. On rappelle que votre actualité, c'est que vous veniez aussi de participer au colloque international de Yaoundé, du côté de l'IRIC, des questions des nouveaux enjeux de la participation politique des femmes et des jeunes en Afrique. Le docteur Jean Jaurès Ngapout était à côté de d'autres éminents professeurs pour l'échange. Peut-être en une minute, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour les femmes qui sont intéressées davantage à la politique en 2025? Merci de me donner l'opportunité de parler de ce colloque qui a permis de traiter de la question de la faible participation, en tout cas pour ce qui concerne la gouvernance des États africains, la faible représentation des femmes et des jeunes. Et il a été question d'essayer de comprendre ce qui pourrait expliquer cela, surtout que c'est d'autant plus paradoxal qu'on retrouve de plus en plus très actifs sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, les jeunes. Malheureusement, on ne les retrouve pas à des endroits où il faut prendre des décisions. Alors, ce qui ressort, c'est que les jeunes, en réalité, sont surtout préoccupés par des questions de chômage, des questions d'accès à l'emploi, des questions d'accès à un minimum de possibilités de s'en sortir dans la vie au quotidien. C'est un peu pareil pour les femmes qui, en plus de cela, réclament un peu plus de dignité. Voilà. Alors, en conclusion, ce qu'on a quand même ressorti, c'est que ce n'est pas la direction de la démocratie actuelle qui va tellement apporter des réponses, d'autant plus que l'Afrique a connu, avant la période coloniale, une participation très bien organisée et structurée de la jeunesse à travers les rites de passage qui permettaient progressivement aux jeunes de reprendre la place et les sphères de décision. Voilà. Et les femmes n'étaient pas maltraitées ou au second plan comme on pense dans l'Afrique ancienne, elles participaient très fortement à la gouvernance. En tout cas, je vous donne simplement l'opportunité de rester disponible puisque nous avons une batterie de programmes spécialisés sur la question de la femme. C'est la semaine de la femme sur Camdis Télévision. Je voudrais d'ailleurs saluer toutes les directrices puisque dans le top management, le président directeur général a fait confiance à la femme sur Camdis Télévision et nous allons dire merci aussi au directeur général, M. Tabi Klaxon, qui coordonne ce programme derrière le docteur Jean Jaurès Ngapout, un autre qui a l'habitude de nous apporter au-delà de son expertise son franc-parler en tant que stratège en communication, mais journaliste aussi. Alain Amasoka est avec nous ce matin. Bonjour Alain. Bonjour Aimé, bonjour aux copanélistes, bonjour aux téléspectateurs nombreux qui nous regardent tous les dimanches. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce véritable prime time dominical sur l'espace médiatique du Cameroun tous les dimanches. Je pense que vous avez un positionnement qui mérite. Merci Alain Amasoka. On aura l'occasion de revenir avec vous sur la mise en bouche et le sujet phare de ce dimanche. Il est du Social Democratic Front. Vous connaissez l'actualité avec le congrès qui s'est déroulé hier ici à Yaoundé. Et il est parti de Douala pour répondre à l'appel de Camdis Télévision au-delà de ses fonctions de chef d'entreprise. Il est le président de la circonscription SDF de Douala 5e. Marcel Tadieu, bonjour et merci de nous retrouver à Camdis Télévision. C'est la première pour vous aussi. Bonjour M. Mogoko, très heureux aussi de partager pour la première fois votre plateau. Bonjour aux compatriotes, copanélistes avec qui je partage justement ce plateau. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Bonjour aux camarades militants du Social Democratic Front, particulièrement les délégués congressistes avec qui nous avons partagé un moment historique hier au Palais des Sports de Yaoundé.
L'occasion de jeter un petit mot justement par rapport à... Justement, Candice Télévision y était aussi, naturellement. Oui, vous y avez été invité. Il s'agissait donc du congrès extraordinaire du Social Democratic Front qui a vu l'investiture du camarade honorable Joshua aussi comme le candidat du parti officiel pour l'élection présidentielle de 2025. Il était question également de présenter notre offre politique, notre programme politique pour remettre le Cameroun sur les sentiers du développement dans les 7 prochaines années qui arrivent. Donc, merci de nous avoir conviés sur le plateau et j'espère que les échanges seront fructueux. Merci Marcel Tadjeur. On vous voit beaucoup sur les plateaux de nos chaînes de télé sœurs du côté de Douala. Avec vous, le SDF, on aura le RDPC, bien représenté par quelqu'un à plusieurs casquettes. On n'entrera pas dans les détails, mais peut-être celle de communicant RDPC, bien que c'est aussi un chef qui est avec nous sur ce plateau. Émile Messi, bonjour et merci de porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur le débat ce matin. Mokoko, merci de m'accueillir et bonjour. Bonjour aux compatriotes sur ce plateau, bonjour aux millions de téléspectateurs de cette grande messe dominicale, le grand débat. Vous l'avez bien indiqué, je suis très content d'être là et surtout de porter la voix du plus grand parti du Cameroun. Le plus grand parti du Cameroun qui est dans l'actualité, comme beaucoup d'autres, un peu plus pour l'UPC qui est bien représenté ce matin, au-delà de sa casquette de maire de Macaque, maire un jour, maire tous les jours. C'est notre très cher monsieur Niek Niek, Sylvestre Lebel, que nous avons le bonheur de recevoir encore pour le grand débat. Bonjour, Sylvestre Niek. Bonjour. Comment faire pour ne pas saluer les gens que je ne voulais même pas rencontrer ce matin, alors que l'occasion m'y oblige. Si j'avais le choix, je n'aurais pas salué mon beau-frère qui est sur ce plateau, que je n'aimerais pas. Mais comme je ne peux pas saluer les autres salut, je dis bonjour à ceux qui partagent ce plateau avec moi. Bonjour évidemment à ceux qui nous font le plaisir tous les dimanches de nous suivre lorsque nous avons été invités sur le plateau de télé. Et bonjour aux UPCistes qui, pour la plupart, attendent le candidat de notre population au Cameroun. Bonjour surtout au groupe de travail dédié à la relecture et à la mise en forme du programme économique qui sera de l'UPC. Bonjour également au groupe de travail qui finira certainement cette semaine les thèmes de référence en vue de la désignation du candidat officiel de l'Union des populations du Cameroun. Comme pour dire quoi? Que l'UPC aura bien son candidat aux élections présidentielles d'octobre 2025. Merci pour cette annonce. On espère avoir l'invitation en tant que chaîne républicaine pour couvrir cette actualité. Voilà qui met un peu d'ordre dans quelques chapelles politiques. Le STF a déjà son candidat investi depuis hier, après le congrès qui a quand même fait drainer pas mal d'acteurs venus des 10 régions du Cameroun. Le RDPC a son candidat naturel. Il n'y a pas débat dessus, bien que lui-même nous garde encore dans le suspense. Le MRC est encore en train de chercher son candidat. Il n'y a pas de suspense au RDPC. Il n'y a pas de suspense au RDPC. Non. Bien que le candidat n'est pas... Quand vous lisez les statuts du RDPC, il est dit que le président national en exercice est d'office candidat à l'élection présidentielle. Aucun suspense là-dessus. D'accord. Il n'y a aucun suspense. Ni suspicion. Qui est le président national du RDPC en ce moment? Tout le monde le connaît. Donc s'il y avait élection aujourd'hui ou demain, on sait qui est le candidat du RDPC. Aussi simple. En tout cas, ils sont prêts, les autres partis politiques aussi, mais le débat n'est pas que politique. D'ailleurs, après la transition, on va évoquer une question qui gêne, bien que certains y trouvent leur compte, les églises dites de réveil, dont certaines ont été scellées, 188 au total. C'était ici à Yaoundé, mais le phénomène, entre guillemets, est développé dans toutes les régions. L'avis du panel, juste après ces transitions, avec les bénédictions du réalisateur, M. Ledou Alembe Avom, qui assure aux côtés d'Ateba, à qui nous disons merci, sans oublier Bina Gérald, qui assure pour les prises de vue et la gestion du plateau du grand débat de ce dimanche. A tout de suite.
Merci à toutes ces femmes qui ont décidé de nous accompagner aussi dans le grand débat. Certains se signalent déjà sur la page Facebook. Mais nous allons justement parler d'un lieu où davantage des femmes sont plus nombreuses. Le problème n'est pas là, mais de comprendre si réellement le phénomène des églises dites de réveil illégales pourra être stoppé. Le ministre de l'administration territoriale avait annoncé en fin d'année dernière que celles qui restent dans la clandestinité seraient traquées. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 4 est monté au créneau la semaine et voilà qui remet sur la question le combat entre guillemets contre ces églises. Je voudrais permettre à Jean Jaurès, docteur Jean Jaurès Ndapou, de dire un mot par rapport à cette actualité et peut-être son avis si réellement on peut réussir à mettre hors d'état de nuire ceux-là qui fonctionnent dans l'illégalité et qui drainent des familles, souvent dans des problèmes et même dans un questionnement à n'en plus finir. Merci de me donner l'opportunité de dire que nous sommes dans une société censée être organisée dans laquelle on protège les populations, on protège les individus. Le devoir, un des premiers devoirs de l'État est donc de protéger, d'assurer la sécurité physique, la sécurité psychologique de ces populations. Donc il est tout à fait paradoxal de se retrouver aujourd'hui avec des églises dites illégales qui fonctionnent pendant des années avant qu'on découvre qu'elles sont illégales. Et on se rend compte que, en fait, les populations ne sont pas protégées. Et là, on va dire, rien que les conditions d'accueil. J'ai vu parfois des chambres qui accueillent 50, 60 personnes, en tout cas plus 19 personnes, alors que c'est des établissements recevant du public. Il y a des normes pour cela, donc qui ne sont pas respectées. Les gens sont en danger sur le plan physique. Sur le plan spirituel, n'oublions pas qui nous sommes. Nous sommes des Africains et des personnes dont la spiritualité a été démontrée date de plusieurs millénaires. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avoir des églises qui se retrouvent dans des chambres, à proximité d'autres maisons, où on pratique l'exorcisme, et on dit « esprit, sort de ce corps », le corps sort pour aller où? Dans nos traditions, dans nos coutumes en Afrique, les lieux d'exorcisme, c'était en forêt, c'était des endroits où les esprits pouvaient aller ailleurs que de retourner dans les corps des personnes. Alors ceci pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, on annonce la fermeture des églises illégales, elles ne devraient pas être ouvertes. Donc, c'est-à-dire que le travail de veille et de protection n'est pas assuré. C'est une première chose. Mais ce qui me semble encore plus intéressant, c'est que nous, Camerounais, que nous nous questionnions enfin, dans le fond, sur la question de la spiritualité. C'est-à-dire, est-ce qu'on reste ouvert à tout genre de pratiques, tout genre de marchands d'illusions qui s'installent et qui embrigadent les esprits? Non, je pense que quelque part, c'est à l'ensemble de la société de se positionner sur ces questions-là. Oui, vous chutez. Donc voilà, je voulais simplement dire que c'est une question qui va au-delà de la simple fermeture. C'est une remise en question totale de la manière dont nous concevons notre spiritualité dans notre pays. Merci, docteur Jean Jaurès. D'ailleurs, je voudrais inviter le panel à être prompt, concis et précis. Ça nous permet, en 3 minutes chacun, pour le commentaire sur la mise en bouche, de dire ou de partager son ressenti. Je voudrais me retourner vers Émile Messi. Vous êtes aussi une autorité au sein de vos populations. Les plaintes, nuisances sonores, arnaques pour ceux qui malheureusement sont sous le joug de ces églises mafieuses, toutes ne sont pas concernées et ça ne date pas d'aujourd'hui. La question des églises dites de réveil, comment aujourd'hui on a l'impression que cette tolérance administrative soit allée jusqu'à permettre qu'aujourd'hui on vienne donner l'impression qu'on retient ou on va combattre ce phénomène. Vous avez balisé le chemin dès l'entame, c'est-à-dire en présentant ces églises comme parfois des foyers d'insécurité. Lorsque vous convoquez la tolérance administrative, ce n'est pas l'église en soi qui fait problème. Nous savons que les questions de foi, les questions de spiritualité sont des questions qui riment avec l'existence même humaine. Chacun de nous a une foi, chacun de nous a des croyances qu'il exprime quelque part. Et très généralement, c'est dans ces églises-là. Or, il se trouve que ces églises qui évoluent dans la clandestinité, c'est-à-dire en marge de la réglementation, parfois deviennent donc des foyers d'insécurité, comme il a dit tout à l'heure. Et lorsque, comme il a également dit,
l'État qui a le devoir d'assurer la sécurité et la protection des hommes et des biens se rend donc compte que dans certaines de ces églises, il peut y arriver des choses qui peuvent mettre la société en difficulté. Alors, il était dans le grand temps de siffler la fin de la récréation en sortant dans ces églises qui étaient dans le maquis pour qu'elles se conforment. Vous avez bien dit que parfois aussi, ces églises-là sont là pour exploiter la détresse humaine dans un contexte où il y a le chômage, où il y a des maladies, où il y a des gens qui sont confrontés à des difficultés énormes. Au lieu donc que ces gens-là retrouvent soulagement auprès de ces églises, au contraire, ça devient des sources de division entre le mari et la femme, des sources d'exploitation et tout ce que ça comporte. Et là, il était bon temps pour qu'on mette un peu de l'ordre. Comme les associations, comme les partis politiques, les églises également doivent se conformer à la réglementation en vigueur. Et je crois que le ministre de l'administration territoriale a bien fait de donner le ton et dire que ceux qui ne sont pas conformes puissent rentrer dans la légalité. Parce qu'il n'est pas dit que ces églises de réveil qui sont dans la clandestinité ne peuvent pas faire des dossiers et se conformer. Mais vous m'avez interpellé en tant que chef, moi j'ai été victime de ces situations-là. Puisque c'est nous qui faisons le travail de terrain, c'est-à-dire recenser les églises qui sont dans notre secteur et demander des papiers, vous verrez que c'était vraiment du banditisme religieux en fait. Les gens vous disent que nous avons les papiers, apportez les papiers. Parfois même ils n'ont pas de plaque, mais vous faites un effort de prendre même la dénomination. Mais matin, ils viennent vous sortir autre chose qui n'a rien à voir avec la dénomination. Parfois, ils vont prendre les papiers chez ceux qui sont reconnus et ils viennent dire que c'est eux là-bas. C'est vraiment... Et moi, j'ai dit à un pasteur qu'on ne sert pas Dieu dans le mensonge. C'est déjà une preuve que lorsque vous mentez même déjà à ce joie-là que vous êtes dans la clandestinité, il y a déjà un problème. Un homme de Dieu ne ment pas. Oh, beaucoup de ces églises sont dans le mensonge. C'est compliqué quand on rentre dans la cité et nous vivons, nous constatons ce que les populations vivent. À Douala, je pense même qu'on bat les records d'églises au mètre carré. Ça devient finalement un sujet banal. Mais au-delà de la fonction de l'Église d'accompagner la foi des ouailles, est-ce que Marcel Tadieu du SDF, vous qui vivez dans la 5e, c'est beaucoup d'activités du côté de Bonamou Sadig, le Pom et tout, ça bouge un peu moins, mais quel est votre regard? Est-ce que ce ras-le-bol serait efficace après l'acte déjà du sous-préfet de Yaoundé 4, vivement que les autres suivent le pas, ou alors ça ne va rien changer? Sur la question, M. Moukoko, mais vraiment sur la question, je veux peut-être vous surprendre. Hein. Vous savez, nous, au Social Democratic Front, nous sommes souvent confrontés aux agissements du ministre Atanganji et ses démembrements territoriaux avec la préfectorale qui muselle l'expression démocratique dans les partis d'opposition. Mais sur ce sujet précisément, je dois dire que je suis plutôt d'accord avec lui. Et je dois même également dire que cette décision est tombée tard. Parce que M. Messi a dit tout à l'heure qu'il fallait siffler la fin de la récréation. Je pense que cette récréation n'aurait même jamais dû avoir lieu. Il n'est pas acceptable que dans un pays, que quelqu'un se lève un matin de façon spontanée et devienne prophète, et devient pasteur. On ne sait pas par quel processus, quel est le processus qui a conduit et qui lui a conféré ce statut de prophète. Donc c'était vraiment devenu un vrai capharnaüm et donc il fallait siffler la fin de cette récréation-là. Vous savez, le secteur des églises, et il faudrait bien qu'on se comprenne, hein, il n'est pas question ici de porter atteinte à la foi, c'est toujours très bien de prier Dieu, mais la question est de savoir, est-ce qu'on doit prier Dieu n'importe comment? Vous ne pouvez pas prier Dieu en l'imposant à ceux qui ne veulent pas entendre parler de ça. Parce que dans les quartiers, il suffit que vous ouvrez votre portail le matin, vous regardez en face, vous entendez un bruit et que quand vous approchez, on vous dit que c'est une église. Essayez un peu de leur dire, de baisser le ton, vous allez voir quelle sera leur réaction. Donc c'était devenu vraiment insupportable et cette décision, bien que tardive, est salutaire parce que ça allait vraiment dans tous les sens. Et vous savez, la question des églises est une question de foi et la foi renvoie à la manipulation des consciences, à la manipulation des esprits. Nous savons très bien qu'au Cameroun et même partout dans le monde, les églises catholiques par exemple ont
une école de formation des prêtres, du personnel qui dit des messes. Je pense qu'on appelle là-bas le séminaire. Et d'autres églises ont des facultés de théologie, des écoles de théologie pour former le personnel. Ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas d'État qu'on pourrait décrire là-dedans. Je ne voudrais pas ici essayer de dire que je ne connais pas les derniers scandales qui ont secoué l'église catholique, par exemple, malgré le fait que ces églises soient gérées par des personnes formées. Mais on ne peut pas accepter quand même que quelqu'un qui n'a aucune certification, qui n'a rien qui prouve qu'il est qualifié pour enseigner la Bible, pour enseigner la parole de Dieu, se mette à abrutir à la limite les masses sans que rien ne soit fait. Merci Marcel Tadjeu pour cette prise de parole. C'est vrai que l'onction vient de Dieu. Est-ce qu'il faudrait réellement faire l'école pour essayer d'apaiser les âmes? Mais il y a comme une forme de défiance de l'autorité. J'ai eu le bonheur d'avoir un papa chef. C'est souvent compliqué quand même, les gens se plaignent que le chef a à intervenir si ce n'est pas une grosse voiture ou une autorité qui vient vous dire laissez tomber. Est-ce qu'on peut penser que c'est réellement quelque chose qui va changer alors que nous abordons une année où même les églises sont rentrées un peu dans l'animation de 2025 et ces enjeux de la présidentielle? Et Moukoko, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'en réalité, il n'est pas question qu'une église illégale existe. Pas du tout. On devrait combattre les activités illégales et délictuelles des églises légales. Parce qu'il ne devrait pas avoir d'église illégale. En réalité, je pense que le gouvernement actuel a utilisé les églises comme exutoires. Lorsque vous n'avez plus de rêve à vendre vos populations, vous n'avez plus rien à leur offrir, vous les laissez aller n'importe où. C'est pour ça que je vous invite à regarder, mais également à faire attention à ceux qui vont dans ces églises de réveil. Moi, globalement d'abord, avant de voir le mauvais grain de l'intérieur. C'est généralement des gens désespérés. Généralement, désespérés. Qui malheureusement en sortent plus désespérés que lorsqu'ils y entrent. Et en ce moment, on se demande où est le rôle régalien en termes de protection des citoyens qui est dédié à l'État, tout du moins au gouvernement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que on a laissé faire, comme il y a des églises, comme des bars, comme de n'importe quoi. Moi, l'inquiétude que j'ai, c'est que ça devienne plutôt comme un péage. On ferme 182. Ceux qui viennent nous voir, on en ouvre 100. Alors qu'on a fermé les églises illégales. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça le problème. Parce que, vous savez, il y a eu des scandales dans les bars ici. On a retrouvé du whisky frelaté dans les snack bars, du mauvais vin, de mauvaises bières. Ça a fermé une semaine et ça a rouvert. Donc l'inquiétude que moi j'ai, ce n'est pas tant qu'on ait fermé les églises illégales. Parce qu'elles ne doivent pas exister. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ce qu'on doit traquer, c'est les activités illégales et délictueuses dans les églises légales. C'est ça qui m'intéresse moi. C'est-à-dire que vous êtes normalement conçu comme église, vous avez un décret de création, un décret de fonctionnement et tout. Mais à l'intérieur, vous arnaquez les gens, vous les exploitez, vous divisez les familles, vous organisez des séances magiques à la réalité. Donc c'est ça qui est... Parce que les églises légales ne devraient pas... C'est comme si on dit que j'ai entendu ici quelqu'un se présenter comme secrétaire. Moi je ne débat pas de ça. Je ne débat pas de ça. Je débat des gens qui sont à l'intérieur d'un parti politique normalement constitué, qui sont allés aux élections, un a gagné, un a perdu. Mais les gens qui peuvent être secrétaires à l'État, non, je ne dis pas ça. Appelez qui voulez que les gens, ça ne m'intéresse pas. C'est la même chose pour les églises, même pour vous avez des églises. Je ne parle pas des églises illégales. Ça ne devrait pas exister. Comment peut-on laisser l'égalité sévir pendant 30 ans pour dire que la récréation, maintenant, qui a d'abord sévi depuis la récréation? Est-ce qu'il y a une loi qui permette qu'on ouvre une église sans en avoir les papiers? Non. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose certainement qui n'a pas marché. Ou alors c'est comme les commissaires de police, certains. Disant, lorsqu'ils ont besoin de 300 000 francs pour leur cotisation de dimanche, envoient les policiers dehors, envoyer 200 véhicules en fourrière. Pour rien. Quelquefois pour rien. La preuve, les papiers ne changent pas, vous payez 10 000 francs, vous sortez. Bon, pour terminer, je voudrais terminer en faisant un coup de gueule. J'ai un ami qui a été accidenté la nuit de vendredi à samedi, aux environs 22h. Au moment où il m'appelle, je me mets à courir vers lui. On me dit qu'on l'a amené à l'hôpital au gynéco-obstétrique. Lorsque j'y arrive, c'est la débandade. Aux urgences, on vous dit qu'il y a des gens qui n'administrent pas les soins. Deuxième chose, les frais, si vous mettez une seconde à l'hôpital, vous payez 12 500. Dès que vous y êtes entré.
Vous payez 12 000 en dehors du dossier qu'il faut ouvrir, des factures de médicaments autres. Ça m'a gêné. Non, je me suis dit, je reconnais que le ministre de la Santé plus actuel fait beaucoup d'efforts. Vraiment, il faut le reconnaître. Donc j'en appelle à ce ministre de manière qu'il fasse attention qu'un accidenté qui arrive et qu'il soit soumis à une corvée où il n'est pas pris en charge parce qu'il n'a pas ouvert le dossier. D'accord, merci pour la direction. C'est vrai que le ministre n'est peut-être pas forcément impliqué. Non, j'ai dit, j'en appelle à sa vigilance. Il n'est pas au courant, il faut qu'il soit informé. Les hospitaliers doivent il y a un paiement illégal à l'église, dans cet hôpital. Vous avez une facture qui dit 10 000... Non, j'ai fini. Non, on a suivi, c'est pas 10 le débat, c'est 10 150 pour une suture d'un plan. Alors, mais dans les machines, c'est 6 800. Pour vous faire payer, on écrit complément facture. On va enquêter sur cette situation. Absolument. J'espère que la blessée a recouvré la santé. Le blessé a dû partir de là pour aller ailleurs. Pas pour l'église. Pas pour l'église naturellement. Bien que dans quand le peuple est malade, il va à l'hôpital. Mais quand les autres sont malades, ils vont à l'église. Merci Sylvestre Niek. Pour revenir sur ce sujet de mise en bouche, aussi pertinent, il y a, comme dans tous les secteurs, des personnes véreuses qui décident de défier, parce que tu peux être clandestin, on n'a pas connaissance de l'existence, mais après, on arrive à se rendre compte que les plaintes remontent. Je voudrais interroger M. Alain Amasoka, au-delà du procès qu'on peut faire à ces églises, il y en a quand même qui ont un impact social, qui donnent de l'emploi, mais on parle bien de celles-là qui font tout pour salir le milieu, ce secteur. Par contre, au cadre et d'autres personnalités, même dans d'autres pays, ont décidé de faire monter en puissance ces églises pour accompagner les populations. Vous êtes serein sur ce qui va suivre, ou alors vous semblez aussi avoir les mêmes doutes que M. Niek sur l'efficacité de ces mesures telles que le sous-préfet a commencé à descendre sur le terrain. Et même au Coco, je crois que les uns et les autres ont convoqué des arguments suffisamment pertinent, pour ne pas dire grave. Je vais faire l'effort de faire le prolongement de ma réflexion en posant deux questions simples. Je ne vais pas revenir sur la mesure. Ce n'est pas la première, faut le dire. Elle n'est pas la première. Je m'inquiète si ce ne sera pas aussi un effet d'annonce. Et là, on parle de communication. Je crois que les uns et les autres ont évoqué la pertinence et la nécessité de la régulation de l'État. Moi, je suis un républicain. Tous les arguments que je peux développer au-delà de la science, au-delà de la culture générale, mais il y a surtout l'existence de la norme incarnée par l'État. L'État au sein de la République. Ces églises existent beaucoup dans l'illégalité, nous dit-on aujourd'hui. Près de 200 sont fermées aujourd'hui. Je n'ai pas envie de donner raison à quelqu'un qui se présente comme mon beau-père, mais on va résoudre ça après. La vraie question de fond, c'est et après quoi? Effectivement, il a donné 2 ou 3 images qui correspondent à la réalité. C'est qu'après, effectivement, les gens vont faire beaucoup de trafic d'influence, beaucoup de pratiques de connivence, beaucoup de pratiques de corruption, et vont revenir sur la selle. Je n'ai même pas envie simplement de rester dans ces églises qui sont présentées illégales, qui le sont effectivement, celles qui sont même légales. Et c'est ça le deuxième niveau de ma réflexion. Est-ce qu'on interroge d'abord les pratiques? Est-ce qu'on interroge ce qui se développe en termes de pratiques? Commençons par la loi elle-même. Est-ce qu'on l'annonce? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que ce n'est pas un rafistolage? Je continue à faire ma réflexion là-dessus. L'institution de tutelle doit pouvoir suffisamment vulgariser sur ce qui existe en termes de dispositifs existants, les dispositions des textes. Parce qu'en fait, si en face les gens n'ont pas la connaissance de cet outil de régulation textuelle, juridique, écoutez, les gens vont s'égarer parce qu'ils vont faire les choix qu'ils voudront. Il faut d'abord insister sur la vulgarisation de l'outil de régulation dans ce secteur. De ma petite réflexion, de ma petite recherche, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un texte exactement correspondant de ce que j'ai appris, que certains acteurs se soient plaints entre-temps. Je crois qu'il faut d'abord régler cette affaire. S'il y a des vides juridiques sur l'existence de l'activité de cette nature, je crois qu'il faut renforcer, je crois qu'il faut compléter, je pense même d'ailleurs qu'il faut prolonger jusqu'à légiférer. Il y avait légiférer. tout un cahier de charge qu'on a vu justement du côté du MINAT. C'est pas la première fois qu'on parle de cette question, mais au-delà justement, ça n'empêche pas qu'il faille davantage accentuer la communication afin que nul n'en ignore. Le cahier de charge, c'est une chose.
la législation, c'est une autre chose. Le cahier des charges complète une disposition de la légalité, une disposition de la loi. Je voudrais qu'on soit clair d'abord là-dessus. On peut pas parler d'un cahier de charges alors que la loi elle-même n'est pas suffisamment connue. Si elle n'existe pas suffisamment, s'il y a encore des vides, il faut les compléter. Parce que je ne le dis pas pour quereller forcément l'absence éventuelle de ce dispositif existant, mais sans doute pour que justement les vides éventuels qui existent ne servent plus à quelques petits tricheurs, n'est-ce pas, qui interfèrent, qui s'introduisent et qui développent justement... Qui peuvent sous-traiter ils sont capables, je lui concède, M. Niak, non, pour dire qu'il faut clarifier d'abord cette situation de la légalité. Il faut la clarifier. S'il y a un dispositif l'État dispose d'un ensemble d'instruments. Ce n'est pas la loi, c'est des arrêtés, c'est pas des arrêtés, c'est des circulaires, c'est pas des circulaires, c'est des décisions. Je pense qu'il y a un dispositif qu'il faut mettre en place. D'abord la clarification, première chose. Deuxième chose, les pratiques. Dans les pratiques, M. Mokoko, je veux qu'on soit clair là-dessus. C'est ça qui gêne. Dans les pratiques, je ne veux pas revenir sur les dérives morales, les dérives sociales et même sociologiques. Je veux surtout orienter la réflexion sur les motivations réelles derrière cette activité présentée comme d'église. Finalement, quand vous observez, vous remarquez que ceux qui se développent et qui se déploient dans cette activité sont dans une logique essentiellement mercantile, commerciale. Faites un peu le rapport, très rapidement en termes de comparabilité. Quand vous allez dans un bar, ce qu'on vend, c'est de la boisson. On la vend à l'unité ou en gros. Quand vous allez, comparaison à l'église, ce qu'on vend, c'est la prétendue parole de Dieu. Mais quand vous regardez dans l'articulation des temps de recettes ou de production ou de contribution financière, vous voyez que c'est quasiment la même chose. Voilà. Et même dans les grandes églises, ça existe. Vous avez dans quoi dans une messe minimale 3 temps de contribution financière. 3 quêtes. Vous appelez ça les quêtes, effectivement. En une heure. Certains font même 5 heures de temps. Vous imaginez, alors quand vous faites le ratio, quand vous faites les décomptes, si vous avez 100 fidèles et que vous pouvez prendre en une quête, disons simplement au bas mot, 2000, vous êtes à 200 000 francs minimum. Et quand vous allez multiplier sur 4 temps de contribution, si vous êtes à 200 000, vous pouvez facilement effleurer le million. Non, c'est très important de faire la démonstration. C'est cette démonstration, M. Mokoko, c'est cette démonstration qui peut justifier cet engouement, non seulement sur ceux qui y sont, mais ceux qui sont pour la plupart des commanditaires. Parce que ces églises, vous ne le savez peut-être pas, ont des commanditaires. Absolument. D'abord, qui sont beaucoup tapis dans l'ombre du système gouvernant, de l'appareil des gouvernants. Et ça, il faut faire... C'est pour ça que j'ai parlé de revoir le dispositif existant en termes de légalité, de législation. Bien. Parce que ça permettra de pouvoir identifier non seulement les pratiques, les manœuvres, mais en plus les acteurs et les fauteurs de troubles. Je pense que c'est un phénomène qu'il faut éradiquer sur la durée et de manière permanente. On ferme 188 églises aujourd'hui à Douala et à Yaoundé. On fera le bilan dans 2 ans. Yaoundé 4 seulement pour le moment. Très bien, Yaoundé 4. Alors, on étend sur tout le territoire national. Je crois qu'il y a des bras séculiers de l'administration à tous les niveaux de la décision du commandement. J'estime qu'il faut intensifier, n'est-ce pas, ces tracts. Il faut, j'ai envie de dire quoi, il faut assainir entièrement le milieu et il faut, n'est-ce pas, que cette veille ou cette législation, cette vigilance soit en veille, en alerte, en permanence, pour éviter que le phénomène ne puisse rejaillir, ne puisse se regarnir, ne puisse se réapparaître, alors que les dégâts se poursuivent. Journaliste, je ne vais pas le rappeler, et d'ailleurs habitué des débats, je voudrais davantage saluer le sous-préfet de Yaoundé 4, qui a quand même pris sur lui de saisir le taureau par les cornes. Mais la question aussi, en tout cas au sorti de ces différents commentaires, le vœu ce serait que ce ne soit pas une simple tache d'huile, mais que ce soit réellement un mouvement répandu au-delà de la région du centre, partout dans le territoire du Cameroun, afin, n'est-ce pas, qu'on puisse tirer le bon gré de livret. Ça existe partout, des brebis galeuses, mais question des églises illégales, le temps de la répression a sonné.
vivement que les administrateurs soient forts face aux grosses personnalités derrière certains projets quelquefois. Grand débat, ça fait grand débat. Mais pour le grand débat, on va tourner la page de cette mise en bouche. Et 1 heure, tout au plus, on reviendra sur la question de fond. On parle du discours de haine. Les Bamileke ont été suffisamment interpellés à tort ou à raison selon ceux qui ont pris la parole. Mais au fond, réellement, est-ce qu'il n'y a pas manière à baliser, à protéger davantage ceux-là qui sont malheureusement encore considérés comme du bétail électoral, vu que rien ne semble être fait de façon anodine? On en parle après la transition pour la grosse thématique du grand débat du jour. Le grand débat, c'est la messe de l'intelligentsia tous les dimanches entre 11h et 13h. On va saluer tous les fidèles qui sont partis du culte ou de la messe ce matin pour nous suivre et pourquoi pas souhaiter bon mois du jeûne du Ramadan à la communauté musulmane. Vous savez que hier, les choses ont été lancées. À nous maintenant de lire dans notre foi chrétienne. D'ailleurs, les chrétiens, entre guillemets, dès mercredi, ouvrent le temps du carême. Mais la question aujourd'hui peut même aussi évoquer des aspects anthropologiques. Connaissant l'actualité et remontant la question de l'histoire, les discours de haine un peu plus actifs, je voudrais donner la parole à monsieur Niek Niek de l'UPC. Pourquoi? Parce que tout le monde a donné l'impression que c'était l'affaire de l'UPC ou que non, vu que quand on remonte sur les indépendantistes, c'est le mot qu'on va choisir, d'autres les appellent différemment, il y en a qui ont longtemps milité, pas pour une question ethnique ou une convergence d'opinion des gens d'une certaine région, mais davantage pour libérer le pays. Ceci au lendemain des dérapages d'un acteur de la scène politique qu'on connaît très bien, Elimbi Lobet. Et malheureusement, ces avis ont donné l'impression que ça devenait sujet à débattre, mais le vrai débat pour vous, il est ailleurs. Effectivement, le débat est ailleurs. Je voulais commencer par une allégorie de mon village. Il y a un type qu'on appelait Bata, avec 2 femmes. Et il est arrivé un soir chez lui, ces 2 femmes se battaient dans la cuisine. Lorsqu'il leur a demandé il s'agit de quoi, on discutait le bois. Il a laissé les femmes continuer à se battre et à aller arrêter son fils qui était dans un bar en train de boire. Il lui a dit, en premier à la maison, c'est toi le coupable. Son fils ne savait même pas qu'il y avait une bagarre entre ces 2 mamans à la maison. Il lui a dit, effectivement, si tu avais donné assez de bois, il n'y aurait pas de bagarre. C'est parce qu'on se comprend. En 90, d'abord en 57, en décembre, le 17 décembre, on avait écrit sur le tribalisme. Il dit que les tribus sont des réalités dont on ne peut pas se passer. Mais il faut éviter d'en faire un élément de discours politique. Là, on est en 57. Mais en 90, compte tenu de tout ce qui s'est passé entre-temps, qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer ici, le gouvernement actuel prend une loi. C'est parce que le gouvernement prend la loi. Parce qu'en fait, c'est la réalité. Nous n'avons jamais eu les députés qui ont eu l'initiative d'une loi. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles. Mais les habitudes et la peau dure, c'est toujours le gouvernement qui a fait passer ces projets. C'était un décret. Non, une loi. Une loi. Une loi. Réhabilitation. Qui a réhabilité certaines figures de la lutte d'indépendance du Cameroun. Je rappelle que la réhabilitation n'est pas la canonisation. On n'a pas dit que ces gens étaient des saints, parce qu'il faut que le débat soit clair. C'est le pardon. Non, c'est la réhabilitation. Je n'ai pas dit c'est le pardon, c'est la réhabilitation. Et on continue à l'article de l'alinéa 2, qu'il est question de bouter hors de tout esprit les éventuelles réserves qu'on avait par rapport à leur nom, à leur dignité haute. C'est une loi. Lorsque la loi est violée, il n'appartient pas au parti politique d'intervenir. Je commence par là. Mais la réalité, il s'agit de quoi? Une loi est violée,
Ceux qui doivent défendre les lois ne font rien. Parce que ce combat est vieux. Et il s'agit de la mise en œuvre du testament de Mesmer. Qu'est-ce qu'il dit en 57? Qu'on va combattre physiquement, moralement, politiquement, jusqu'à l'élimination de tous ceux qui ont revendiqué l'indépendance du Cameroun. C'est un testament. Le construit dialectique qui est fait jusqu'à aujourd'hui est la négation du combat nationaliste. C'est-à-dire, on fait comme si l'indépendance avait été octroyée de bon gré par l'autorité coloniale, qui n'aurait jamais d'ailleurs eu, parce qu'on n'a pas été une colonie de la France. Pour nier ce combat, on a dissous l'UPC. On a interdit même que certains noms, ça porte pas de Cameroun, Bipoun ne vont pas en parler, il est mort. C'était de Bipoun du mais il a dit mettre Bipoun Voum pour survivre. Il n'est pas le seul. Je vous fais grâce de plusieurs choses se sont passées, mais ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est que pourquoi 70 ans plus tard, un gouvernement du Cameroun peut réhabiliter les figures historiques et ne pas faire quelque chose? Quel est le contenu? Je rappelle que l'actuel maire d'Ezeka, pour ne pas le nommer, a voulu baptiser une place à Ezeka avec le financement communal en disant place urbaine. Le préfet lui a interdit. Je rappelle qu'on a voulu installer une stèle, non, pas une stèle en tant que telle, parce que là c'est très costaud, un monument, disons ça comme ça, à Bali, au quartier Bali. Les chefs de Bali ont dit amener ça chez lui. C'était là, au carrefour. Et l'État a laissé faire. Quand je parle de celui qui devait donner le bois à ses multiples femmes, c'est l'État. Ils ont laissé faire. Aujourd'hui, on est surpris. Mais au-delà de ça, l'UPC a dit ce qu'elle pense. Mais moi, ce qui m'anime, c'est un sentiment de pitié. Vous savez, je pensais que l'histoire du Cameroun devrait être enseignée aux plus jeunes. Mais je me rends compte qu'il faut commencer par ceux qui devraient l'enseigner. Malheureusement, je ne veux pas citer mon ami et grand frère Elimbi Lobe ici parce que ce serait lui donner trop de pouvoir qu'il n'a pas. Je connais son combat. Je pense que c'est une simple dérive langagière qu'il a amené à parler de Wandi Ernest. Ce n'est pas l'individu, c'est pas le militant Wandi, c'est le Bamileke. Elim le parle du Bamileke Wandi. C'est une dérive. Mais qu'est-ce que fait l'État en ce moment-là? Rien. Je continue en vous disant que... Mais pour ce premier tour de parole, on va revenir. Pour nous, à l'UPC, l'occasion nous est donnée une fois de plus de nous mouvoir. Parce que ce combat contre le déni du combat nationaliste amène l'actuel MINAT à empêcher que l'UPC fonctionne. C'est le même combat. Donc, moi, je vais m'apprendre sur le tribalisme. Ce qui n'est qu'une conséquence de ce combat, parce que dans tous les cas, les communautés sont en réalité. Bien. Voilà. Merci Sylvestre Lebel, Niek, ancien maire de Maka, qui est passé par un souvenir du temps de son magistère du côté de cette très belle cité que je voudrais saluer. Alors, mais pour revenir au discours de haine qui ont la peau dure, le SIF s'est souvent aussi frotté malheureusement sur des plateaux à des personnes qui, en manque d'arguments, vont dans la manipulation des esprits et on comprend les enjeux. Mais est-ce qu'au fond, il faille revenir sur les causes ou s'inquiéter sur les conséquences, vu l'enjeu du SDF notamment qui vient de positionner son candidat pour la présidentielle 2025? Je voudrais prendre la sortie de M. le maire qui dit que M. Elimbi n'a pas parlé de Wandje, le militant résistant nationaliste qu'on connaît. Il a parlé du Bamileke Wandje. Oh. Et lorsque vous regardez l'hystérie que cela a suscité sur la toile, ceux qui s'en offusquent le plus sont aussi les gens qui se sont sentis heurtés par cette diffamation entre guillemets de leurs frères. Parlons des choses terre à terre. Hein. Tout à fait. Donc c'est de ça qu'il s'agit au fond. Je pense que la question des discours de haine au Cameroun est le résultat des politiques publiques mal agencées, des mécanismes publics mal organisés dans le sens du partage des richesses nationales. Je pense qu'il n'existe pas au Cameroun des personnes qui sont nées avec une tare congénitale de détestation de l'autre. Je ne pense pas. En revanche, la haine survient à partir du moment où les enjeux de partage des fruits de la croissance opposent les uns aux autres. C'est ma perception de la chose. Et donc, vous remarquerez que les gens commencent à dire il est de quelle région, il est de quelle tribu. Lorsqu'il y a une nomination,
dans un ministère lorsqu'il y a un concours administratif et autres. Donc, le SDF, par exemple, pour le programme que nous avons présenté au Camerounais hier, notre programme pour transformer on n'est pas encore en campagne, le Cameroun. Juste la parenthèse. C'est une parenthèse, une Marcel. virgule, parce que ça Je vous entre en droite je ligne vous avec le l'accorde. sujet que vous avez mis Je sur la vous table. l'accorde. Je dis, nous avons proposé dans l'un de nos points de supprimer tout simplement les terminologies telles que ethnie et tribu dans tous les documents officiels. Il est inacceptable que dans un pays qu'on veut république, c'est-à-dire dans une entité républicaine, qu'on identifie les gens à travers des tribus et des ethnies. Et dis, un exemple, M. Moukoko, un enfant qui est né à Garoua, d'un couple de Bassa, affecté à Garoua ou ayant élu domicile pour des besoins professionnels, qui a grandi à Garoua jusqu'à sa majorité, qui ne connaît que Garoua, qui a créé des affinités là-bas, au moment où il a atteint l'âge de servir la République, c'est-à-dire de postuler à un concours ou à quelque chose, on voudrait le réduire au quota des Bassa. C'est ça en fait l'équilibre régional. On voudrait le réduire et le ramener à son caractère ou à l'identité de ses parents qui seraient Bassa. C'est ça que nous voulons bannir. Il faudrait que nous adoptions des mécanismes constitutionnels qui visent à ramener les gens au stade de citoyens, plutôt que de former une espèce d'agrégat de sujets animés uniquement par des intérêts communautaristes. Le problème est là, le problème de fond est là. Si on balisait le chemin de telle enseigne qu'au Cameroun, que chacun de là où il se trouve puisse recevoir la part qui lui revient en tant que citoyen dans le fruit de la croissance, je pense qu'il n'y aurait pas de raison que X s'en prenne à Y. Le problème, c'est que le malaise social généralisé fait en sorte que lorsque chacun se sent malade dans sa peau, lorsque chacun ne peut pas aisément manger à sa faim, se soigner, se loger décemment, faire scolariser sa progéniture, il a le sentiment, à tort ou à raison, que c'est l'autre son problème. Et j'ai suffisamment écouté M. Elimbi, et à chaque fois, lorsqu'il indexe les Bamileke, il dit, ils sont venus prendre les terres. Ce qui n'est pas très faux non plus. Pas seulement les Bon, terres, après, y je ne compris les voudrais pas postes de qu'on fasse le représentation. procès de M. Elimbi. Monsieur le maire, je dis bien à tort ou à raison. Bien sûr. On ira chercher, situer Oui, les oui. responsabilités plus tard. Mais c'est ça le discours ambiant. Il dit, les Bamileke sont venus prendre les terres chez lui. Il faudrait qu'à un moment donné qu'ils libèrent cette terre et qu'ils rentrent chez eux. Ça, je caricature peut-être, mais pas sur le poste de représentation c'est ma nationale. compréhension de la chose. Et puis, quand il parle des postes De représentation, de représentation nationale, qui notamment ne faisons pas les députés, pas le les débat sénateurs. Monsieur Moukoko, je vous ai permis de faire la parenthèse, mais vous avez déposé un sujet sur la table, d'accord? C'est pas le Il va sujet falloir de choisir, Nobel. s'il vous plaît. Parlons du fond. Vous avez déposé un sujet sur la table, d'accord? Ou on débat, et on débat vraiment, ou alors on se livre aux cosmétiques. On peut également le faire. Hein? Je dis, le problème de fond, c'est celui-là. Celui de dire que les Bamileke sont dans le littoral, puisque M. Elibi se revendique membre de la communauté des littéraliens. Et donc les Bamileke seraient dans le littoral pour usurper les privilèges qui auraient dû être destinés aux enfants du littoral. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Là n'est pas ma préoccupation. Ce que je dénonce en tant que politique, c'est l'institutionnalisation du communautarisme comme mode de gouvernance, comme mode de management des institutions. Remarquez très bien que lorsque M. Biya forme un gouvernement et qu'un ministre décède, ou bien qu'un ministre est démis de ses fonctions, on va chercher exactement quelqu'un de la même composante sociologique pour venir le remplacer. Un peu comme si on voulait jouer à une espèce de balance. Non, la République ne devrait pas fonctionner ainsi, selon la vision incarnée par le SDF. La vision du SDF veut que on promeut la citoyenneté, qu'on fabrique des citoyens capables de défendre la République sans a priori, sans arrière-pensée en termes de privilèges communautaires. Et ce qu'il dit est vérifiable autant dans la fonction publique que même dans le privé. Vous remarquerez que la philosophie
du renouveau. Restons sur la thématique, hein. Elle est toujours bien visible et on ne va pas glisser entre les lignes. On est bien sur la question des discours haineux qui ont la peau dure sur les médias, sur la place publique, sur la toile. Je voudrais qu'on reste dans cette thématique parce qu'au fond, au-delà de ce que les gens peuvent dire, qui engagent leur chapelle politique, il n'y a que beaucoup de Camerounais. Je reviens à vous dans un instant, peut-être le temps que M. Messi dise un mot. Je remarque une chose, hein. Non, vous n'avez pas remarqué, je modère le plateau, souffrez aussi que je vous enlève un peu la parole. Vous avez pris je vous le conseille. Elle est restée très ouverte longtemps. Mais M. Tadjou, vous aurez la parole, encore que vous venez de loin. Mais je voudrais qu'on reste sur la dynamique du débat social, parce que au-delà de l'aspect historique, que d'ailleurs je souhaiterais que mon aîné dans la profession revienne avec sa lecture de stratège, ça devient aussi une forme de manipulation et malheureusement le régulateur ne dit rien. On est quitté de ce qui se dit sur les émissions par des personnages ou personnalités, et sur internet la question des Pamileke, des Bassa, des Douala, des Métis devient virale. Comment on fait au RDPC pour tenir compte de ces cris, de ces dérives, pour que ça ne s'enlise pas à la veille de la présidentielle 2025? Monsieur Émile Messi. Et même au Coco, ce qu'il faut d'abord retenir ici, c'est que la question que vous posez est une préoccupation nationale qui dépasse les limites d'un parti politique. Vous voyez, un parti politique regorge toutes les ethnies qui peuvent avoir des intérêts divergents. Pour dire simple, nous ne choisissons pas de naître Bamileke, Bamoun, Peul, Bassa, je ne sais pas trop quoi. Pour baliser vraiment le débat. Personne de nous n'a choisi d'être ceci ou cela. Mais une analyse forte fait en sorte que chacun de ses origines, de son appartenance tribale, ethnique et tout, a un sentiment de fierté qui est normal, légitime et naturel. Vous voyez, je suis Bamileke, c'est un sentiment d'appartenance Bamileke et j'en suis fier, par exemple. Et c'est cela ce qu'on appelle la tribalité. Ce sentiment d'appartenir et d'être fier de son appartenance. Alors, le problème va naître du moment où cette fierté d'appartenir à une communauté donnée va aller au-delà, en prenant sa communauté comme étant la meilleure, comme étant la plus intelligente, la plus dynamique. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est là où on va commencer dans le problème, en essayant donc d'exclure les autres communautés. Voilà le processus pour donc arriver au discours de haine qui sont dressés contre les autres communautés. Par ce sentiment, ce n'est plus de fierté d'appartenir à une communauté, mais ce sentiment de suprémacisme. On est supérieur, d'où des notions qu'on a développées au Cameroun, que certains seraient des travailleurs et d'autres des jouisseurs, des consommateurs. Voilà ce qu'on peut appeler donc des préjugés liés à chaque ethnie, qui sont des préjugés sociaux et qui donc mal canalisés peuvent donc nous embarquer à cette dérive que nous évoquons ici aujourd'hui. Il a bien dit, lorsqu'on parle d'une figure historique, négativement ou positivement, pourquoi certaines personnes se sentent comme concernées? C'est par ce sentiment-là. En quoi? Et c'est là qu'on pose la question de l'État-nation qui est en construction. Ça pose donc la question du pouvoir qui est revendiqué, qui doit être circulaire pour certains, qui pensent que c'est notre tour. Comme pour dire que c'est parce que quelqu'un de ma communauté, lorsqu'il sera au pouvoir, que je serai aussi bien. Est-ce qu'en République, on devrait avoir de tels sentiments? Si la gouvernance est bien, ça doit être pour tout le monde. Est-ce que j'ai besoin d'un président qui est de ma communauté pour s'assurer que je serai bien? Non. Cela participe donc de quoi? D'une éducation républicaine. Nous les leaders politiques, vous les hommes des médias, les autorités et autres, ont donc un devoir aujourd'hui de faire ce dépassement. Moi j'ai souvent eu à observer sur un plateau comme ça, même les intellectuels,
ils se retrouvent toujours piégés et englués dans ce débat-là. Parce que je suis Bamileke, moi je ne peux pas accepter que vous disiez que les Bamileke ont bénéficié de ceci. Non, je ne peux pas l'admettre étant Bamileke sur ce plateau. Vous voyez ce sentiment-là? Mais ça ressort comme ça. Mais je me pose des questions. Mais on est où là? Est-ce qu'on est contraint de défendre sa communauté par tous les moyens? Non. Voilà le problème aujourd'hui. Le problème, je deviens encore plus récurrent avec cette virtualité que vous avez citée. Les réseaux sociaux, où les gens se battent, où les gens disent des choses. Et pourtant, au quotidien, est-ce qu'on a ces préoccupations-là? Est-ce que telle communauté avec telle autre ont des problèmes? Oui, on a convoqué l'histoire. Et la loi de réhabilitation de 1991 dit, quels que soient les dégâts commis, quels que soient les crimes perpétrés, nous oublions cela, ces gens-là sont réhabilités. Parce que le plus important, c'est le combat. Parce que nous devons avancer. On ne peut pas combattre en donnant le lait. Il y a forcément eu des exactions. Il y a eu des terres qui ont été illégalement occupées. Mais si Elimbi Lobé, tout le monde connaît son combat et il ne s'en cache pas. Il dit bien qu'il est là pour défendre la communauté Sawa. Il le dit comme il fait. Mais pourquoi c'est le levé de bouclier sur Ernest Wandje, qui a bénéficié de cette loi, comme Maman Doyejo, comme Oumniobe, comme les autres? Martin Paul Samba, pour finir, non, pas Martin Paul Samba, André Marembida. Je prends cet exemple-là. Le premier premier ministre camerounais, qui dort ici dans la Léquier. Vous savez tout ce qu'il a subi dans ce pays? Vous savez dans quelles conditions il est mort? Avez-vous déjà entendu un jour les gens de la Léquier se lever pour dire que nous revendiquons aussi que ceci ou cela? Bien. Donc, pour dire que si nous avons le Cameroun en héritage commun, je crois que nous devons d'abord faire notre propre psychanalyse et voir notre part de contribution à cette dérive-là. Merci Émile Messi. L'introspection est peut-être délicate vu le contexte. Je voudrais, après la première prise de parole des acteurs des partis politiques, le SDF, l'UPC et le RDPC, maintenant me retourner vers un universitaire. C'est bien la casquette que nous lui concédons ce matin, le docteur Jean Jaurès Ngapout. Tribaliser le débat politique, aujourd'hui, en vérité, c'est un secret de polichinelle. On a l'impression que l'histoire se répète à chaque enjeu important de la nation. Mais pour 2025, ça semble être inquiétant pour vous, ou alors c'est des éléments qu'il faut gérer avec des questions précises ou des moyens précis. Merci de me passer la parole et je vais demander une petite parenthèse, comme ça a été accordé tout à l'heure. La place... Non, tout ça, c'est pas ça. Ce que je veux dire, que ce qui a facilité la réflexion que je vais partager ici, c'est la participation que j'ai apportée à la construction du projet du candidat bâtonnier à Kérémono présidentiel, qui a sollicité plusieurs personnes pour l'accompagner sur son projet. Et il y a l'aspect historique, voire même historiographique, dans lequel j'ai été associé. Et je rejoins M. Niemek sur la méconnaissance, M. Niemek, pardon, excusez-moi, sur l'ignorance de l'histoire de ce pays. Et ça fait partie du programme de réapprendre aux Camerounais leur véritable histoire. Ça, c'était la parenthèse que je demandais pour dire ceci. Sur la question des discours haineux, qui ont la peau dure, comme ça a été dit, j'aimerais rappeler quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on a un accélérateur du temps et de l'information, ce sont les réseaux sociaux, qui font qu'on a l'impression que, un, le débat est nouveau, deux, c'est particulièrement inquiétant, ainsi de suite. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai eu, en voyant votre sujet, l'occasion de retrouver le livre vert, la question Bamileke, parlons-en, par le Conseil supérieur des intérêts Bamileke. En 1990, il y a quand même quelque chose qui a été publié, qui a été admis, qui a été toléré, et qui vraiment dans une... En 90. Oui, 90, qui est intolérable. À l'époque, on accusait M. Edouard Kingé d'être contre les Bamileke, donc encore quelqu'un du littoral, et ainsi de suite. La même longueur. Et ce qui est quand même difficile à comprendre dans une république, c'est qu'effectivement, ce texte avait été signé par un groupe d'universitaires qui parlait donc de la particularité et de la suprématie des Bamileke, des choses de ce type. C'est passé.
On n'en a pas fait écho parce qu'en 90, les réseaux sociaux n'existaient pas. Et c'était pas, ça aurait été 10 fois, voire 20 fois plus virulent. Parce qu'aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle juste d'une question matérielle. On parle d'une question de terre. Mais dans ce document, on parle d'une suprématie intellectuelle. On parle d'un dynamisme particulièrement réparti quelque part. Donc j'ai envie de dire que, faisons très attention. J'ai envie de dire, les discours de haine, effectivement, ne sont des discours de haine qu'à partir du moment où ils font appel aux facteurs constitutifs de l'identité. Et ce problème identitaire se pose grandement à l'heure. Et je crois que la question n'est pas simplement de revenir sur les déclarations d'un individu. M. Niak disait tout à l'heure, je crois qu'il faut retravailler sur le fond, sur l'histoire du Cameroun. Il faut revoir au fond la question de l'organisation. Et je rejoins le SDF sur ce point-là. Comment est-ce qu'on réorganise notre pays? Comment est-ce qu'on remet les choses en place? C'est quand même le pilier 1 de revoir notre République et retravailler ces questions véritablement. Voilà. Merci, docteur Jean Jaurès Ngabou. D'ailleurs, le livre Vert, la question Bamileke, parlons-en, paru il y a quelques années, en 90. Alors, le débat n'est pas nouveau. Vous rentrez justement dans mon approche quand j'interpelle Alain Amasoka. C'est vrai que quand vous, à l'époque, vous teniez les débats du genre, il y avait toujours ces dérives langagières, mais pour raviver une certaine flamme, peut-être mal gérée par le passé, la question de réhabilitation. Certains estiment que oui, on est passé au pardon, d'autres, mais finalement, est-ce que le débat de fond que la toile a pris à récupérer peut être questionné? C'est la première préoccupation. Mais la deuxième, c'est comment on fait avec les réseaux sociaux aujourd'hui pour stopper cette hémorragie qui peut se transformer en un véritable contrepoids de l'exécutif actuel, pour ne pas dire du gouvernement, malgré toutes les mesures qui sont prises pour calmer un peu le jeu sur le débat du tribalisme ou des discours haineux. Mais je vais résumer un peu les propos de mes co-intervenants que j'ai reçus avec beaucoup de satisfaction. Pour commencer par Émile, il a parlé de tribalité. Je vais ajouter qu'il ne faut pas confondre avec l'identité. Moi, je vais aller au niveau de l'identité. C'est qu'effectivement, l'identité appartient à chacun. Chacun vient de quelque part. Donc, il y a une question de l'identité ou de l'identification. Malheureusement, comme d'autres l'ont également évoqué, c'est à partir de cette identité que les gens ont transformé véritablement leur véritable dessein, EINS. Leur dessein, parce que derrière ces dessins, il y a effectivement, j'ai envie de dire, des arrière-plans de pouvoirisme, des arrière-plans d'ethnofascisme. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'intervient en matière de communication ce qu'on appelle vulgairement la manipulation des esprits, la manipulation des consciences. Et vous faites bien de poser la question aujourd'hui sur l'évolution des temps de communication, si je peux le dire ainsi. En 90, je pense que l'environnement de la communication de manière globale et surtout au niveau médiatique n'offrait pas ce genre, j'ai envie de dire, de prétention, pour ne pas dire de déflagration. Aujourd'hui, il y a, et je le dis tous les jours sur vos plateaux, quand j'ai la possibilité de m'exprimer, qu'il y a un pan entier de la communication, notamment de masse, à travers les réseaux sociaux. Certains parlent de médias sociaux, moi je dis réseaux sociaux. Parce que le terme média est un terme qui est normé, il est normatif, il est structuré, il est organisé. Les réseaux, c'est ce que ça signifie. Vous connaissez ce que ça veut dire un réseau. Ça a de l'ombre derrière, ça a même des aspects occultes derrière. Donc du coup, les gens se cachent derrière et puis pour dire leurs choses. Je crois que la première réflexion qu'il faut pouvoir poser d'abord, c'est de renforcer, d'intensifier la question de la régulation des réseaux sociaux. Dans certains pays comme la Chine par exemple, les réseaux sociaux ne sont pas aussi libertins. Aujourd'hui chez nous, je crois que ça va dans tous les sens. Je pense, je l'ai dit sur votre plateau, le ministère des Postes et Télécommunications doit prendre ses responsabilités. Je crois qu'il y a une législation qui existe sur la question des publications. La loi sur la communication sociale en 90, par exemple, est claire là-dessus, sur la question de la divulgation des informations. Elle est normée, elle est encadrée par la loi. C'est pour cela que vous voyez que certaines personnes sont très rapidement rattrapées. Suivez mon regard, un confrère il n'y a pas longtemps avec un intervenant, ça s'est retrouvé devant un procureur et puis il s'est retrouvé en train de s'humilier pour demander pardon. Tout cela prouve simplement que
il y a une méconnaissance, ou alors une ignorance, ou alors un refus de reconnaissance de la régulation au niveau corporatif. Vous parlez des débats, je suis d'accord avec toi, Aimé Moukoko. Les pratiques aujourd'hui, les pratiques sur le débat public n'ont pas été, se sont modifiées, mais ont été traversées. Pourquoi? Parce qu'il y a ce refus de la régulation. Il faut interroger le process. Nous, on parle en tant que confrères, peut-être que les autres copanélistes vont en apprendre. Le débat public, par exemple. Le débat public c'est un produit médiatique. Première chose. Il participe de deux choses, l'information et l'opinion. Mais il faut d'abord déjà rappeler véritablement les fonctions des médias. À quoi servent les médias dans une société? C'est 1, d'informer, c'est de 2, d'éduquer, c'est de 3, de divertir. Le politique a même ajouté la résilience sociale. J'ai envie de dire que les gens doivent toujours se référer, n'est-ce pas, à ce prisme qui est fondamental. Première chose. Deuxième chose, la question qu'on doit poser aujourd'hui, je parle à un universitaire, c'est est-ce qu'on a questionné les questions, est-ce qu'on a questionné les contenus aujourd'hui qui sont produits sur la place publique? Quand vous regardez par exemple la question du débat public, notamment par voie médiatique, vous vous rendez compte que des critères essentiels et élémentaires ne sont plus respectés. Tenez par exemple, sur les plateaux aujourd'hui, lorsqu'on doit aborder un sujet comme le vôtre, vous faites des efforts, je vous en félicite, mais on doit interroger déjà les profils. On doit interroger les profils. Et dans les profils, le bon professionnel qui manipule le débat en termes de produits médiatiques doit se rappeler en permanence 2 notions essentielles. La première notion, c'est l'habilitation. La deuxième notion, c'est la compétence. Tout le monde ne peut pas parler de tout. Je suis désolé. Mais vous vous retrouvez avec ceux qui se présentent comme des grands professeurs, mais qui parlent des choses du quartier, du bar, des bistrots. Regardez simplement le contenu de leur discours. Quand ce n'est pas totalement rattaché sur leur individu, c'est-à-dire beaucoup de nombrilisme, c'est plutôt, j'ai envie de dire quoi, c'est de la déviance publique. Allez-y jusqu'à, je n'ai pas envie d'attaquer un beau-père ici, où des insultes sont quasiment autorisées sur un plateau, avec la connivence des modérateurs, pas vous, heureusement. Il y a encore quelques exceptions. Non, en fait, c'est ça le problème de fond. C'est pour ça que je dis la régulation à tous les niveaux doit intervenir. Elle doit intervenir au niveau des réseaux sociaux. On peut la réguler. L'administration de tutelle doit prendre ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se lever et prendre son téléphone, vous filmer, y compris dans des scènes que vous ne pouvez pas imaginer. Je n'ai pas envie de dire ça ici. Et puis le lendemain, c'est dans les réseaux sociaux. Non. Il faut qu'on rappelle que, même dans le domaine des médias, nous, on parle du droit à l'image. On parle du droit à l'image. Vous ne pouvez pas filmer quelqu'un dans des conditions anodines ou dans des conditions désordonnées. Non. Il y a des espaces qui sont autorisés par la loi. Il y a des espaces qui sont du domaine de la vie privée, de la vie intime. Et lorsque vous avez débordé la frontière, vous êtes passible à toute sanction qui est possible. Si elle n'existe pas, il faut la créer. Donc la régulation à ce niveau, la régulation au niveau corporatif, je l'ai dit et je le redis tous les jours. Du domaine médiatique au Cameroun, la communication média, il y a un organe de régulation qui s'appelle le Conseil national de la communication. Mais qui est un conseil, qui est un organe, je crois, qui est géré par des professionnels, mais où on vous dit qu'ils n'ont pas de coercition, ils n'ont pas de pouvoir de coercition. Non, il faut leur donner le pouvoir de coercition. Vous vous rappelez, dans un passé très très récent, des médias qui sont sanctionnés et le lendemain, les journalistes mais sanctionnés se retrouvent à l'antenne en train de narguer. Cet organe. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc il faut renforcer les gens, envie de dire quoi, les outils, les dispositifs existants de régulation. C'est fondamental. Que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau de la corporation. Ça va permettre de pouvoir diluer, si vous voulez, de pouvoir assainir mieux, de pouvoir faire un produit digeste de ce que les gens offrent aujourd'hui à tous, à la consommation publique. C'est tout le problème de fond. C'est ce problème de fond qui fait donc en sorte que des ascendances, des transcendances maladives, négatives, s'invitent dans un espace qui, lui, doit offrir un produit qui est digeste. Tant que la communication n'est pas bien régulée par l'institution de l'État, bien appropriée par la corporation et surtout régulée au sein de la corporation, je crois qu'on va assister à ces spectacles désastreux. Alain Amasoka, je voudrais rappeler à nos millions de téléspectateurs que le grand débat bat son plein. Nous sommes en direct
sur Camdis. Merci à tous ces followers et même ceux qui sont devant l'écran. Ils ont quand même le temps de prendre leur téléphone et de faire un petit message pour dire leur part de vérité. Beaucoup de messages à l'endroit de M. Niek et de notre ami Tadieu. Je rappelle que Marcel Tadieu porte la voix du SDF sur ce plateau. Lui qui est président de la circonscription de Douala 5 de son parti. Nous avons Émile Messi qui porte la voix du RDPC, le docteur Jean Jaurès Ngapout qui a aussi un petit penchant politique puisque finalement Akeremouna a un projet qu'il apprécie plutôt bien. On aura l'occasion peut-être de parler du projet avec le parti Univers. Mais est-ce que finalement ce n'est pas de la nourriture pour la politique politicienne quand on connaît les enjeux? Je reviens à notre très cher monsieur Tadieu. Quand on a fini de dire que les discours de haine ont la peau dure, est-ce que finalement ce n'est pas profitable à certains partis qui veulent animer le trouble et proposer de véritables projets pour la société? D'autres s'en servent pour les détourner du vrai débat alors que les jeunes attendent de savoir qui sera la personne indiquée pour la présidentielle. Est-ce qu'il y a un lien entre ces discours, cette prolifération et la présidentielle 2025? Monsieur Moukoko, c'est certainement de la nourriture politique. Mais allez chercher qui se nourrit de cette nourriture. Lorsqu'il y a une situation qu'on pourrait assimiler à un crime, un enquêteur se pose toujours la question: à qui profite ce crime? Remarquez très bien que dans notre contexte social, où le malaise est généralisé, c'est-à-dire la société dans sa transversalité souffre, dans cet état de choses, posez-vous la question: qui a intérêt à ce qu'on ne parle pas de ces souffrances-là? Qui a intérêt à ce qu'on détourne le regard sur les vrais enjeux? Eh bien, je pense que la réponse coule de source. Et à partir de là, vous comprendrez que ça ne peut pas être une nourriture pour le Social Democratic Front. Le Social Democratic Front est un parti qui a un programme, qui a un projet de société, qui a une vision et qui est prêt à gouverner. On ne gouverne pas avec la haine de l'autre. On ne gouverne pas dans l'exclusion, mais plutôt dans l'inclusion. Vous ne pouvez pas vouloir diriger un pays aussi divers et varié comme le Cameroun et vous amuser à marcher sur les braises du communautarisme. C'est ce que font malheureusement certains acteurs politiques que je ne vais pas citer sur ce plateau. Le SDF, pour sa part, est un parti qui réfléchit sur les problèmes quotidiens des Camerounais et propose ses solutions. C'est ce que nous avons fait à Yaoundé hier. Je ne suis pas en campagne, je le dis, mais votre sujet, votre problématique m'amène toujours à faire quelques incursions là, parce que quand des débats politiques sont posés sur la place publique, on devrait s'interroger. Qu'est-ce que chaque entité politique met sur la table? Plutôt que les querelles de personnes, les querelles de chiffonniers viennent du fait que le déficit d'offres politiques est comblé par ces discours abjects qui malheureusement sont tolérés dans certains médias et peut-être participent même de la ligne éditoriale. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un qui à maintes reprises est provocateur, est malpoli sur certains plateaux de télévision, continue quand même à être invité. C'est pour cela que je parle peut-être de la ligne éditoriale de certains médias. Il semblerait que dans ce pays, il y a des officines médiatiques qui sont clairement au service de l'agitation sociale. Peut-être c'est pour les questions de buzz, quand ils n'arrivent pas à faire le challenge sur le fond des débats. Peut-être, on parle pas d'eux. Peut-être, mais bien qu'ils sont nombreux, moi je soupçonne quelque chose de beaucoup plus grave. Ne pensez pas que les acteurs de la déstabilisation du Cameroun sont seulement ceux qu'on indexe tous les jours. Il y a des acteurs multiformes de la déstabilisation du Cameroun. Lorsque quelqu'un, sur la place publique, tient des propos de nature à menacer l'ordre public, de nature à déstabiliser le tissu social, mais on continue quand même à lui confier, à lui donner la parole, à lui tendre le micro en public, interroger quelles sont les visées de celui qui lui tend le micro. Le SDF pense que le communautarisme doit être banni du discours public, doit être banni des textes qui encadrent notre vivre ensemble. Parce que à partir du moment où nous avons dans des documents officiels, nous avons dans des textes officiels des spécifications, des insinuations liées
à l'ethnie, à la tribu, vous organisez fatalement une confrontation, une compétition des tribus et des ethnies. Je vous relance. Le communautarisme, ailleurs, ça a marché. Est-ce que c'est forcément ça le problème que vous relevez, comme si c'était ce changement de paradigme qui va faire changer l'esprit d'une société qui s'est transformée en 2025? Monsieur Moukoko, en attendant de voir où ce ailleurs où ça a marché, je connais aussi un ailleurs où ça a mis le feu aux poudres. C'est au Rwanda. L'exacerbation du communautarisme manipulé par des politiques mal intentionnés au Rwanda, justement, a mis le feu aux poudres. Non, c'est le suprémacisme plutôt. Et on connaît ce qu'il en a résulté. Monsieur le maire, c'est votre perception des choses. Moi, je dis la manipulation et l'exacerbation du communautarisme au Rwanda a créé le génocide. Et donc, il faudrait, lorsqu'on est un homme politique conscient et conséquent, et qui connaît quelles sont les spécificités d'un pays aussi divers et varié que le Cameroun, on devrait faire très attention sur les questions liées aux communautés, liées aux ethnies. Ce sont des choses qui, naturellement, on est forcément originaire d'une communauté. On est forcément le produit d'une ethnie ou d'une tribu. Mais je dis la responsabilité du politique est de faire en sorte que ce ne soit pas un critère pour décider de quoi que ce soit sur la scène publique. À partir du moment où vous fondez des décisions politiques de gestion de la société sur des variables communautaires, vous courez droit vers le mur parce que vous mettez là tout de suite les ethnies et les tribus en compétition entre elles. Ce qui est dangereux pour un pays qui compte un peu plus de 260 tribus. Donc, le social-démocratique Front ne peut pas se nourrir du communautarisme. Il le condamne, il le combat. Et notre nourriture politique ne sera jamais les questions aussi basses que celles de faire le buzz comme nous voyons ça et là. En revanche, notre nourriture politique, elle est consistante. Ce sont les problèmes des Camerounais. Le Cameroun, comme je l'ai dit dans sa globalité, a tellement de problèmes. Prenez le pan du réseau routier, prenez le pan de nos hôpitaux, prenez le pan des questions d'agriculture. Il y a tellement à faire, il y a tellement à dire sur la scène politique que nous ne pouvons pas aller sur ce terrain-là qui, de notre point de vue, est une lâcheté inacceptable. Un terrain glissant. La dernière préoccupation pour chacun, après le deuxième tour de table, ce serait de proposer des éléments justement pour que les Camerounais qui nous regardent ici ou ailleurs ne tombent pas dans le guet-apens de certains ont appelé les brigands politiques. Mais quand on prend un parti comme le RDPC, les questions de communauté et tout ne se posent pas. C'est peut-être même l'un des exemples. Comment on réussit à gérer pour que finalement le Camerounais se sente concerné par la question de la société et de la gouvernance? Le cas du RDPC par exemple, quel est le combat que vous menez pour que tout le monde se sente bien à sa place, du haut du comité central jusqu'aux autres démembrements? C'est le Cameroun qui est invité à la table de votre parti. Comment ça marche chez vous? Bien évidemment, tout ce que nous avons décrit ici, que ce soit dans le cadre des communautés, dans le cadre du tribalisme, dans le cadre de cette politique d'exclusion des autres, trouve donc son fondement dans la justice sociale. Vous voyez un peu, la justice sociale, une société qui a pour fondement la justice sociale fondée sur le mérite, sur l'égalité des chances. Vous voyez, lorsqu'on a introduit dans notre gouvernance la notion de l'équilibre régional, qui n'était pas une mauvaise idée en fait, c'est-à-dire l'idée sous-jacente ici, c'est que le Cameroun doit se construire avec tous ses fils de tous les coins, de toutes les régions, de toutes les ethnies. Tous les Camerounais doivent participer à la construction du pays en mettant donc l'accent sur l'équilibre régional qui voudrait que dans ce qui est par exemple des concours administratifs, qu'on s'assure que tous les Camerounais de tous les coins sont par exemple représentés. Mais aujourd'hui, lorsque nous faisons le bilan de cet équilibre régional,
ça a été complètement perverti. Qu'est-ce qu'on remarque en fait? C'est l'équilibre des familles. C'est l'équilibre peut-être même des communautés. C'est-à-dire les mêmes qui sont là, qui remettent les mêmes gens et tout, et tout, et tout. Au détriment donc de ce que j'appelle la justice sociale. Au détriment de ce que j'appelle le mérite et l'égalité des chances. C'est ça donc qui donne le sentiment donc de frustration et qui alimente donc ce que nous disons là, en essayant donc de poser des communautés qui en fait n'ont aucun problème. Et les partis de la gauche indexent le parti au pouvoir. Je ne suis pas là pour faire ce débat de quartier. Je pense que quand vous me donnez le temps, je donne une contribution solide à la nation. Vous voyez? Et parfois, c'est des débats de RDPC qui plombent les vrais problèmes. Le problème est global et sociétal. Comment en sortir aujourd'hui? Le RDPC est un parti proche du pouvoir. Le RDPC n'est pas un parti État. Je l'ai toujours dit ici. Ce n'est pas au RDPC qu'on prend des décisions des institutions de la République. Non. Le RDPC se mobilise pour avoir la majorité au Parlement, pour élire le président de la République et dans les mairies et autres. Mais une fois que ces gens sont là, ils appliquent la politique définie par le chef de l'État et non le président du RDPC. Il faut faire la part des choses. Donc quand j'évoque ces sujets-là, c'est pour que les Camerounais comprennent le sens de responsabilité qu'ils ont vis-à-vis des institutions et de la postérité. Quand je parle de la justice sociale ici, une société qui n'est pas fondée sur la justice sociale, sur le mérite, va donc nous enliser sur ces questions qu'on pose ici. Alors qu'en fait, les communautés entre elles n'ont aucun problème, mais des problèmes de la redistribution des fruits de la croissance qui sont parfois confisqués entre les mains de ceux-là qui sont supposés représenter les communautés et qui les confisquent même. C'est pour ça que j'ai dit, on n'a pas besoin qu'un chef de l'État soit de telle tribu si celui-là gère bien les Camerounais. On n'aura pas ces questions que c'est le tour de tel, c'est le tour de tel autre. Lorsqu'on a des hommes d'État, quel que soit là, il se trouve qu'ils sont là pour valoriser les compétences, pour permettre que les uns et les autres aient accès au développement, à la gestion du pays. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, l'esprit patriote. Est-ce que nous sommes encore des patriotes ou alors nous réfléchissons par rapport à nos communautés? Quel est le sens de la nation? Comment je regarde le Camerounais qui n'est pas de ma communauté? Voilà les vraies questions. Est-ce que forcément je dois travailler avec des gens de ma communauté pour donner des résultats? C'est à ce niveau-là donc que nous devons sortir pour aller des bas des montagnes et monter vers les froids, vers le froid des sommets. Parce que l'État, c'est le froid. Sortir de la chaleur des bas des montagnes pour s'élever vers le froid. Parce que l'État ici ne doit pas gérer des intérêts particuliers, mais s'assure que c'est le pays d'abord qui gagne par la qualité des hommes qu'on choisit et par la possibilité de faire émerger le mérite. Voilà donc la question aujourd'hui au RDPC quand on parle de la rigueur et de la moralisation, par exemple. Mais, des années après, quel est le bilan? Où devons-nous aller chercher ces Camerounais qui doivent faire ça? Si ce n'est pas entre nous-mêmes, la corruption est toujours là. Le népotisme est toujours là, le favoritisme, et tout ce que nous décrions ici, c'est entre nous-mêmes. Voilà les questions aujourd'hui. Et quand les communautés se mêlent encore, ça devient plus compliqué. Parce qu'on pense que telle communauté n'est pas représentée, et lorsqu'elle est représentée, on sert des intérêts de sa communauté. Moi, j'ai vu des cas extrêmement graves. Quelqu'un qui vous dit, je sais que moi j'ai ce poste parce que je représente ma communauté. Bien. Vous voyez, il vous le dit. On m'a donné ce poste parce que moi je représente ma communauté ici. Émile Messi du RDPC, merci pour l'illustration. On a aussi malheureusement vu certains au cadre d'une certaine localité être en froid avec sa communauté parce que malheureusement le partage du gâteau n'a pas été à la hauteur des attentes. Donc le problème en vérité n'est pas seulement sur la politique politicienne. Je voudrais que l'universitaire, le docteur Jean Jaurès Ngapout, vous avez vécu dans plusieurs pays à l'international. L'Afrique
n'est pas forcément la copie d'un autre continent en termes de pays. Chaque pays a ses réalités anthropologiques et autres. Mais quand on est arrivé à un brassage de communes, comment on fait en 2025 pour que le gars Bassa qui a épousé une Bamileke, dont l'enfant a grandi au sud-ouest à Boya, qui parle anglais, mais il a un nom Douala, ne se retrouve pas demain dans la fonction publique ou dans le débat politique à parler encore? Là, on veut essayer de tisser quelques solutions. Quelles seraient la vôtre ou quelles seront vos solutions pour sortir de ces discours de haine qui ont la peau dure dans les médias et davantage dans les réseaux sociaux? Alors, par rapport à votre question, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit et des choses qui ont été travaillées à l'avance, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre des consultations pour l'UPR. La première chose, c'est qu'en tant qu'Africains, nous avons une expérience. Si on regarde sur le plan diachronique comment ont évolué les pays africains, nous avons eu 3 temps. Il y a eu un premier temps précolonial, qui n'était pas un temps où il n'y avait pas de guerre, c'est pas ce que ça veut dire, mais il y a eu un temps d'apaisement, pendant lequel, notamment un pays comme le Cameroun, il y a eu l'hospitalité, qui a permis justement de retrouver partout au Cameroun des personnes venant d'horizons divers. Généralement, par exemple, je ne vais pas rentrer dans un débat anthropologique, ce n'est pas le lieu, mais il est important de dire que, par exemple, l'ethnie Bamileke n'existe pas. C'est une fabrication qui ne correspond à aucun canon sur le plan anthropologique. Ce sont les gens qui se sont retrouvés, qui viennent de partout. La preuve, c'est très simple. Et c'est pour ça que l'un des volets qui pourrait être une solution pour nous, c'est la question de l'éducation. Si on éduque les gens à savoir qui ils sont, comment se sont constituées les identités, on va très vite se rendre compte que quelqu'un qui déclare être d'une région, dès qu'il remonte à 5 générations, ça vient d'ailleurs. Ça vient du Tchad. Ils n'étaient même pas installés là. Les gens étaient déplacés, les gens bougeaient, les gens ont circulé. Donc on a connu quand même dans ce pays, et c'est le cas de dire que l'Afrique a des réponses qui lui sont endogènes. Si elle remonte un peu à reconnaître son histoire et à éduquer les gens à la comprendre, c'est que la tradition de l'hospitalité faisait que on accueillait partout des gens qui venaient, qui pouvaient s'installer. Cette notion de possession, de propriété, et ce qui fait qu'aujourd'hui on est totalement englué dans le matérialisme dialectique nous perd. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les combats, c'est sur les terres, c'est sur des tas de choses qu'on croit posséder, et comme disait Manu Dibango, c'était très intéressant quand il parlait des terres, ça ne nous appartient pas, on est juste des utilisateurs passagers. Donc à un moment donné, on a le rôle institutionnel qui pourrait venir régler beaucoup de questions en éradiquant, comme c'était proposé tout à l'heure, un certain nombre d'allusions à des ethnies et à des choses qui sont souvent mal définies, mais qu'on veut finir par institutionnaliser, alors qu'on ne sait même pas de quoi on parle. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est sur le plan de l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas seulement la question de l'instruction à l'école, c'est revenir à des programmes qui font déjà savoir de nouveaux Camerounais qui ils sont. Parce qu'aujourd'hui, notre histoire, on ne la connaît pas, il faut la réécrire, il faut revenir à des choses qui sont simples et qui sont compréhensibles. Ça, c'est fondamental. Il y a aussi la question du lien social. Aujourd'hui, on a un tissu social qui est tellement tiraillé qu'il est en train de s'effilocher. On a du mal déjà à avoir les cartes nationales d'identité. Allez alors comprendre comment on va y arriver pour avoir une identité nationale. Pour que ça se construise, il y a un ensemble d'éléments à structurer, à remettre en place. Ça passe par la maîtrise de qui nous sommes, ça passe par revenir à nos valeurs et sortir de ce matérialisme, parce que quand vous vous rendez compte, toutes ces batailles, c'est une question de pain. Merci, docteur Jean Jaurès Ngapout. Je vais annoncer qu'on n'est pas loin de la fin du grand débat. D'ailleurs, beaucoup de commentaires, hein, on dit merci à ceux-là qui sont connectés. Sylvestre Niek, au-delà des chapelles politiques, il y a lieu, c'est revenu plusieurs fois, d'éduquer davantage, et même les aspirants au débat politique. Les jeunes ne seront pas mis de côté. Il y a un travail à faire, mais pourtant, on n'a peut-être pas l'impression que dans beaucoup de partis, je vais pas venir de l'opposition, on peut être de l'opposition, mais proche du pouvoir, il n'y a pas cette notion qui est suffisamment nourrie dans beaucoup de partis. Chacun essaye de protéger sa chapelle et dire que c'est ailleurs que le débat est mal choisi ou mal exploité. Quelle serait, vous, une sortie heureuse de ce jeu contre les discours de haine
dans les réseaux sociaux et dans les médias. Et même, mon coco, je vous ai dit dès le départ que j'avais plutôt un sentiment de pitié vis-à-vis des gens qui racontent n'importe quoi sur les héros nationaux. Mais en termes d'éducation, sans prétention aucune, je voudrais vous dire en quelques mots, l'UPCiste, le Camerounais, le nationaliste Ernest Ouandé, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que j'ai entendu parler du pardon tout à l'heure, il ne s'agit pas du pardon. Je rappelle, pour les jeunes, plus jeunes que nous, que le procès de Ernest Ouandé s'est déroulé en l'absence de la défense. François Mitterrand, commis pour le Cameroun, n'a pas pu partir de la France pour 2 visas. Robert Badinter arrivé au Cameroun, n'a pas pu sortir de l'aéroport du Cameroun. On a donc jugé en l'absence de la défense. Dans ces conditions, les droits de la défense ont été violés, Ernest Ouandé a dit au juge, qui s'appelait le capitaine Djokalep, il lui a dit: je pensais devant le pouvoir judiciaire, mais comme c'est l'exécutif, je ne dis plus rien. Toute décision prise sans tenir compte de la procédure, notamment des droits de la défense, devrait être nulle et de nul effet. C'est pour ça que si l'UPC arrive au pouvoir, nous allons reformer cette décision condamnant Ernest Ouandé, parce qu'on n'aurait pas pu le condamner. C'est pour ça, c'est pas le pardon. C'est pour ça qu'on l'a plutôt assassiné, on ne l'a pas exécuté. Parce que l'exécution fait suite à une décision de justice juste. Comme ça a été injuste, je pense que le président de la République a pris un acte de ruse politique. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat aujourd'hui, c'est qu'il faut que les gens sachent ce qui s'est passé. Je vous dis quelque chose. Ce livre vert est une très bonne chose. Mais il est encore bien d'avoir été condamné par quelqu'un qui serait pour cette communauté. Je suis heureux. Mais je vous dis, il n'y a plus que ça. Ces derniers temps, parce qu'il faut qu'on soit... Ce débat doit être adressé ou pas. Il y a des gens qui adressent le problème du génocide Bamileke. C'est du tribalisme. Je vous dis au départ, moi je ne parle pas du Bamileke Ouandé, je ne connais pas. Je connais Ouandé, l'UP6, le nationalisme camerounais. Il faut commencer par éduquer les gens que les communautés sont une réalité. Mais lorsqu'on adresse un discours politique, on doit s'élever pour prêter ce que... On doit partir de la chaleur du sous-sol pour aller aux froideurs de la montagne. Mais malheureusement, également chez nous, il faut dire qu'il faut essayer de comprendre tout le monde. Lorsqu'un pouvoir met trop longtemps, on commence à faire attention à son propriétaire. C'est ça la réalité également. Je dis quelque chose, c'est pour ça que sur le plan institutionnel, il faut des réformes de manière. Qu'on ne soit pas dans le déni. Parce que dire qu'il n'y a pas de Bamileke en termes de déni est vrai. Mais la communauté Bamileke existe. En termes de communauté. Et la conscience même. C'est ça le problème. Il faut pas parce que vous savez à quoi nous avons conscience Bamileke existe. J'ai entendu des gens dire qu'il n'y a pas de problème anglophone. On en est là 8 ans plus tard. Ah oui. Donc il y a effectivement, les communautés sont une réalité. Le déni, c'est se tromper. Il faut en tenir compte. Et c'est pour ça qu'à l'UPC, nous proposons que, d'abord, première question, qu'est-ce que les gens discutent au sommet de l'État? On discute quoi? C'est parce que les gens se disent qu'une seule personne qui gère les 7 000 milliards environ du Cameroun, il les distribue à son gré et la Constitution lui en donne le droit. C'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation. Donc découlent les politiques publiques. C'est ça le débat. Je pense qu'il faut fortement décentraliser. Faire une première réforme administrative de manière que les régions qui existaient avant reviennent, parce que je rappelle que l'Union n'a pas connu l'Union équilibrée. L'Union équilibrée date d'un décret du 9 octobre 1959. C'est bien après. Vous comprenez? Quand on parle d'Union équilibrée, moi je ne sais pas ce que je connais la région de la Sanaga-Martin, la région Bamoun, la région... C'est un problème. Il faut qu'on tienne compte, c'est une réalité. Lorsqu'on l'aura fait, vous allez vous rendre compte que sur le plan budgétaire, dès que je finis ça, oui, on va chuter. Sur les 7 000 milliards, si on a 10 ou 12 régions, il va rester à peu près 200-500 milliards à l'État central. Il n'y aura plus de bagarre au sommet de l'État. Dans ces conditions, on pourrait effectivement faire ôter. Je rappelle qu'au Nigeria, sans que ce ne soit écrit, tout le monde connaît son tour. Pas tout le monde, en termes d'individus, tout le monde connaît son tour. Dans la Leki, il y a une commune que je ne citerai pas ici, où toutes les communautés savent que le tour de ma famille est fini, l'autre arrive. Mais si on décentralise, ça peut seulement se passer dans une forte avec des pouvoirs réels. Aux États-Unis, on parle de Trump à la télé, ils ont Trump comme nous. Pas chacun a son gouverneur, il a son maire, il a ses sénateurs. C'est ça, il a même son gouvernement local. Merci. Mais ce qui se passe chez nous, c'est qu'on a concentré tout le pouvoir institutionnel, pouvoir politique, pouvoir financier entre les mains d'une seule institution. Je ne parle pas des individus. Merci. Si ce problème est réglé, non, je finis par là. Si ce problème est réglé, je pense qu'on va arriver à une république beaucoup plus apaisée que celle qu'on souhaite. Merci. Le mot apaisé me plaît bien. Je vous l'emprunte pour donner des 2 minutes de fin à mon très cher Alain Massoka.
fin pour sa prise de parole, puisqu'on est vers la fin. Je sais qu'il va essayer de faire une synthèse un peu délicate, mais il y a un téléspectateur qui nous rappelait, en d'autres termes, qu'on fait les débats, mais on s'éloigne des réalités. La question du tribalisme s'est posée récemment encore du côté de Meyo, il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de communautés au Cameroun qui, ces derniers mois, ont vécu des clivages liés aux appartenances. Il y a eu des tueries et tout, peut-être pas à l'échelle de Ernest Ouandji, mais on fait comment pour ceux-là qui n'ont pas la chance d'être protégés par ou leur chapelle ou leurs institutions? Quelle serait peut-être la solution pour que ceux qui nous regardent à la maison ne se sentent pas impliqués, d'où banaliser finalement cette question du discours haineux qui ne plaît à personne et n'apporte rien dans la construction du pays? Aimé. 3 minutes, je vous ajoute une. J'ai parlé peu aujourd'hui, je crois. Tout le monde est témoin. Il nous reste 8 minutes pour sortir du débat. Vous faites l'effort de conclure en 3 minutes pour vous. Il faut le dire. C'est un fait. Aimé, on parle de tout, on parle de plusieurs choses, mais il faut dire ce qui correspond à la réalité, ce qu'il faut retenir. Déjà, on a fait l'état des lieux et les diagnostics qu'il fallait, n'est-ce pas, sur ces dépravations qu'on a pu observer. Messi a parlé tout à l'heure de pervertissement. Moi, j'ai ajouté travertissement de la réalité de l'identité ou de la tribu. Je crois qu'on est tous très clairs que chacun vient de quelque part. Absolument. On ne peut pas l'empêcher. Pire, ou alors mieux, j'ai envie d'ajouter, pendant qu'on est en train d'ergoter tout autour dans les années 2000 aujourd'hui, dans les années bientôt 30 000, la mixité est en train de s'approfondir au niveau intime. Écoutez, moi j'ai une épouse qui est Bassa, elle a un ancrage chez les Ewondo. J'ai un beau-père quelque part sur ce plateau, je ne sais pas là où il est. Mais enfin, je vais être très clair là-dessus. La mixité s'est approfondie, s'est installée. Voilà l'autre problème. Et ce n'est pas une réalité sociologique uniquement pour nous. C'est une réalité sociologique au niveau planétaire. Cette mixité va au niveau des races. Quand vous allez à l'étranger, j'ai envie de dire quoi, le tissu social au sein de l'humanité même est en train de se reconfigurer. Donc, pour dire simplement que la réalité de l'identité, la réalité de l'ouverture vers l'autre sera la nouvelle réalité, sera le nouveau fait de société qu'il faudra impérativement intégrer. Certains ont parlé d'éducation, je suis totalement d'accord. J'ai envie de dire, ne parlons pas d'éducation comme des 20 mots. Parlons d'éducation à travers des actes concrets. Ces actes concrets, c'est quoi? C'est des réformes réelles, c'est des réformes volontaristes. Mais s'il parlait, je suis totalement d'accord, je l'ai dit dans d'autres occasions, l'équilibre régional a été perverti, et j'ajoute travesti, pour ne pas dire manipulé aujourd'hui en profondeur dans les psychologies. J'estime que les réformes doivent être suffisamment permanentes. Moi, j'applaudis avec les deux mains une réforme qui est convoquée aujourd'hui par le SIF. Il parle de citoyenneté. Oui, ça peut être une direction. Il faut évoluer vers la citoyenneté. Moi, je me présente toujours comme républicain. À la base, je suis d'abord un citoyen. Je crois que ce sont des normes, ce sont des visions, ce sont des paradigmes qu'il faut mettre en place. Actuellement, dans une société qui s'est hétéroclitisée, aujourd'hui, elle est totalement transformée. Totalement transformée. Donc, j'estime que les politiques publiques doivent intégrer cette évolution des réalités. C'est impératif. Et je prêcherai, pardonnez-moi, toujours de ma chapelle, je crois qu'on a suffisamment indiqué le rôle de la communication publique. Le rôle de la communication sociale, si vous voulez, il a un impact déterminant dans dans la conception et l'érection des politiques, des réformes. Il faut également mettre l'accent sur ce domaine qui, lui, devient l'exutoire. C'est vrai que les médias, la communication de manière générale, les médias ont une fonction catharsique, mais il ne faut pas que cette catharsis se déroule dans l'imbroglio, dans le désordre, dans la confusion, dans, des libertinages absolus. Il faut également que du point de vue de la communication, que les réformes également s'étendent à ce niveau. Moi, je vous ai évoqué là juste quelques images, vous les avez convoquées en tant que professionnel, en tant que confrère. De la responsabilité, de la communication médiatique, il faut la renforcer. J'ai envie de vous dire que c'est comme une espèce d'attonnement. La communication aujourd'hui attonne, affonne à la limite, de mon point de vue. Puisque tout le monde y entre, chacun fait comme il veut. C'est un danger énorme. Le SDF nous a expliqué, je n'ai pas envie de le rappeler, c'est un fait historique, c'est un fait médiatique. C'est par là que ça a pété au Rwanda. C'est par les médias que ça a pété au Rwanda. Quand aujourd'hui on se retrouve avec des déclarations de personnes, vous l'avez dit, sur des plateaux, j'ai envie de dire quoi, qui ne représentent pas
véritablement la réalité sociale et sociologique, c'est très dangereux de commencer à penser, parce que c'est là où ça commence à poindre, c'est là où ça commence à prendre forme. Et j'ai envie de dire qu'il faut également, dans ces réformes-là, dans cette dynamique de nouvelles réformes, renforcer les pouvoirs, n'est-ce pas, de ceux qui sont des agents d'influence sociale. Hier, on parlait de l'Église. Vous avez vu? Hier, on parlait de l'Église. Aujourd'hui, on en parle encore. Mais on parlait encore de l'Église. Vous avez vu? Quand l'Église s'invite aux politiques, pour les débats que cela a constitué après. Juste pour dire que ces réformes-là doivent concerner, n'est-ce pas, les outils de régulation sociale. Ces réformes-là doivent permettre de pouvoir changer de paradigme, mais surtout de pouvoir s'inscrire dans la prospective. Parce que le temps ne nous attend pas. Merci Alain Massoka. Vous en aviez en principe 2. Il a grignoté la première minute. Essayez de chuter et de conclure. Rattraper les miens qui vont être président de la circonscription Douala 5 du SDF. Le débat, on peut le faire aujourd'hui, on peut le faire tous les jours. Le travail de fond reste, et une des solutions en plus du SDF pour les téléspectateurs, ce serait quoi pour sortir? Ce serait un savant mariage entre ce qu'a dit M. Messi et également ce qu'a dit M. le maire. M. Messi parle de l'égalité des chances et de la justice sociale. J'ai cru avoir devant moi un camarade du social-démocratique. Et puis, M. le maire parle de la répartition juste et équitable des fruits de la croissance. Au social-démocratique, j'attendais qu'il chute en utilisant le thème fédérateur de tout cela, le fédéralisme. Parce que c'est tout ce qu'il a décliné là, ça marche dans un système fédéral. 50% de nos ressources par le pouvoir géré par l'autorité centrale, 50 autres gérés par les pouvoirs territoriaux. Moi, j'aime à 25% seulement. Cela donnerait quoi, M. Moukoko? Que chaque Camerounais, de là où il se trouve sur le territoire, que chaque citoyen camerounais, de là où il se trouve sur le territoire national, qu'il soit à Pambalango ou à Ngelmendouka, reçoive de façon constitutionnelle la part qui lui revient dans les fruits de la croissance. Le problème aujourd'hui, c'est que la justice sociale et l'égalité des chances pour tous est pervertie parce qu'une caste a confisqué tout sur les collines du Mont Fébé ici, abuse et en abuse, alors que le peuple profond croupit dans la misère. Quand on aura reparti suffisamment l'argent du pays et de façon vraiment adéquate, le centralisme, malheureusement, le centralisme du renouveau ne peut pas être un mécanisme efficace pour cette répartition juste et équitable. Nous pensons que nous devons faire le saut qualitatif vers le fédéralisme, solution idoine, pour permettre à chaque Camerounais de recevoir sa part. Lors du débat, pendant la campagne, vous avez trop usé de ma tolérance en glissant toujours et de votre sur, tribune pour faire beaucoup de campagne. Mais en tout cas, merci d'être venu. Je sais que le docteur Jean Jaurès va être concis et précis en moins d'une minute parce que c'était la première, mais pas la dernière. Merci encore. S'il fallait dire un mot de fin pour nos téléspectateurs, en plus de ce qui a été évoqué sur le plateau, ce serait quoi en 60 secondes? En 60 secondes, je dirais que le Cameroun, ce qui est très intéressant en cette période particulière, c'est que le débat s'ouvre, que les gens commencent à réfléchir et que désormais, il faudrait que les gens ne se mettent pas de côté et que les gens ne pensent pas que avoir le pouvoir, c'est simplement le prendre et l'exercer au sens d'être parmi les gouvernants, mais avoir le pouvoir, prendre le pouvoir, c'est voter, c'est de faire en sorte que sa voix soit entendue, parce que la meilleure manière d'aménager, d'améliorer les conditions de vie dans notre pays, c'est de participer à sa reconstruction. Merci encore au docteur Jean Jaurès Ngapout qui s'est déplacé pour le grand débat aujourd'hui. Ça va parler, ça va encore tonner, mais finalement, ça va se jouer. Comme il le disait tantôt dans les urnes, le RDPC est prêt et le discours pour ceux qui nous regardent, c'est de ne pas céder à la manipulation. Et juste une couche pour sortir en 30 secondes. Émile Messi. Oui, l'élection aura lieu, il y aura un président. On ne peut pas imaginer une situation dans ce pays où il n'y aura pas de président. Mais ce qui est le plus important ici, c'est que tous les Camerounais doivent savoir que ce que nous avons en commun, c'est le Cameroun. Et quel que soit le président qui sera là, nous resterons d'abord Camerounais. Et chacun de nous a le devoir de faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants se souviennent de nous en bien, en posant des actes patriotiques. C'est pour ça que j'insiste sur la qualité de citoyens, sur la qualité de gouvernants qui doivent d'abord se mettre au-dessus de la nation
pour servir la nation, même si nous sommes issus des communautés, des tribus et autres, mais nous avons le devoir d'abord de servir la nation. Oui, l'État central a fait ses limites. Aujourd'hui, nous basculons vers la décentralisation. Et notre vœu aujourd'hui, c'est que, sans forcément tomber sur le piège du tribalisme et tout ce que nous avons décrit ici, que nous allions vers la décentralisation en donnant beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de compétences et de moyens aux collectivités territoriales décentralisées qui sont les régions et les communes. Donc je crois que c'est vers cela que nous devons partir et que cela ne nous donne pas l'impression que nous rentrons dans nos villages, dans nos communes, dans nos régions pour avoir chacun sa part. Non, nous allons continuer à travailler pour le pays, pour le Cameroun, en gardant à l'esprit que nous sommes un et indivisibles. Merci Émile Messi, merci davantage au RDPC qui a pris part à ce grand débat. Merci à l'UPC, Sylvestre Lebel, Niek. Je crois que j'avais mis 30 secondes pour finir, c'est ça? Moi non plus. Bon, Hein. vous avez chuté Moi déjà. non plus. On va les terminer en off. Conclusion et je vous dis quelque chose de argumentation, c'est pas la même Je chose. vous accorde donc les 30 Mais secondes. merci également. Moi également. Merci. C'est indécent. Je voudrais répondre à tous ceux qui disent qu'est-ce que Wandji faisait encore dans le maquis après 60. Effectivement, c'est le problème. Parce que c'est pour ça qu'on divague un peu. Le combat de l'UPC, c'est lequel? La réunification, tout le monde sait si c'est bien. Le problème anglophone est là pour nous démentir ou pas. L'indépendance du Cameroun, tout le monde sait si on a une communauté de rente ou pas, si on a la monnaie ou pas. Donc voilà le véritable combat. Et c'est pour ça que j'entends tout le monde dire, du SDF, au MRC, au RDPC, tout le monde dit, nous continuons les combats des pères fondateurs, le combat des terroristes ou des bandits, non. Le combat de l'UPC reste d'actualité. Et c'est pour ça que je voulais dire au Cameroun. Bien. Qui ont des questions à se poser sur ce que les gens faisaient encore après l'indépendance factice? Que tout le monde veut continuer ce combat, et ça veut dire que ce combat est encore d'actualité. Nous avons le devoir de le faire. Mais pour le faire, il faut de grâce. D'abord, reconnaître le combat de ceux qui nous ont devancés, de ne pas mettre une seule tâche sur eux. Merci, et c'était le mot de fin 30 puisque secondes. nous sommes arrivés à la 13e heure de la journée. Je vous remercie. Journaliste est censuré. Alain Amasoka, Par un merci encore journaliste, bien sûr. à la grosse équipe de production et surtout à ceux-là qui sont fidèles au grand débat. La première rediffusion, c'est le dimanche à 22h. Vous pouvez nous voir en permanence sur la plateforme de Cam10 Télévision, la page Facebook ou même YouTube. Vivement que dimanche prochain, nous soyons encore là. Bonne célébration de la Journée internationale de la femme. Les femmes de Cam10 Télévision vont vous offrir de belles surprises à l'antenne. Quant à moi, 6h45, on sera ensemble tous les jours de lundi à vendredi pour la revue de presse. Au revoir et bon appétit à ceux qui ont la chance d'être à table. Que Dieu vous bénisse. Merci.